Des grosses bagnoles, du gros rap et la 3D dégueulasse. Aujourd'hui, on parle de Too Fast, Too Furious. Ne jamais croiser les équipes. J'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. C'est vraiment un gros tas de merde. Eh ben, salut mon petit Francky, comment tu vas? Salut Julien, ça va bien et toi? Eh ouais, c'est le premier épisode de la saison 2 de Pizza à Nanar. Si on avait su qu'on ferait une saison 2. Oui, et on est quoi? C'est le 18e épisode du coup? C'est ça. Bah déjà, bonne année à tous. Bah ouais, bonne année à tous. On sera au mois de février, c'est un peu tard, mais quand même. Et nous, on est encore en janvier quand on enregistre. Ouais, voilà, on est encore en janvier quand on enregistre. Du coup, on n'a pas changé grand-chose pour cette saison 2, honnêtement. En vrai, c'est juste une nouvelle année. On garde le concept, on garde le générique, on Ouais. garde la bonne humeur, la bière et les pizzas, et on est bon, quoi. Bon, y a pas de bière aujourd'hui, mais... Non, c'est toujours janvier, je suis à la tisane. Moi, je suis à la flotte. Même si j'ai cassé mon dry January hier soir, je suis à la flotte quand même. Moi, je l'ai tenu. Aussi exceptionnel que ça puisse paraître. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait pas d'épisode en janvier. Les bières, là, en dry January, c'est compliqué. Non, mais bon. En tout cas, comme vous l'avez compris, on démarre cette saison 2 avec une tradition, du coup, parce qu'on a commencé la première saison avec Fast and Furious, premier du nom. Deuxième saison, Too Fast, Too Furious. Donc, pour l'instant, on peut avoir 11 saisons. Voilà. Ouais, attends, le 11e est pas encore sorti. Peut-être qu'il sortira jamais. Ah, mais attends, si, il y a Hobbs & Shaw. Donc, si, on peut faire 11 saisons. Théoriquement, oui, c'est ça. Donc, Ouais. 11 années, je suis pas sûr qu'on ira jusque. On verra dans 11 années. Ou dans 10 ans, quoi, plutôt. Ouais. En tout cas, merci à tous d'être présents. On vous le dit tout de suite. On essaye de diversifier les formats en ce moment. Ouais, juste un truc aussi, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveaux. Ok, Puisque du coup, on a eu pas mal de nouveaux abonnés sur Instagram depuis décembre. Notre réel sur Avatar a excessivement bien fonctionné. Pourquoi on a fait 143 000 vues, j'en sais rien, mais on l'a fait. Ouais, on est bien au-dessus des statistiques qu'on fait d'habitude. C'est exceptionnel. Hein. Oui, surtout que on On s'est a- majoritairement fait insulter quand même. Oui, on s'est majoritairement fait insulter, mais on a quand même gagné pratiquement 60 followers. Ouais. C'est pas mal. Hein. Non, je crois qu'on a 80 en vrai, en plus. Ouais, ça doit... ouais, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ouais, bonjour à tous les nouveaux. Et puis, si vous connaissez pas le concept, c'est assez simple. On parle de vieux films qui, on vérifie s'ils ont bien ou mal vieilli. Si c'est toujours bien aujourd'hui aussi, Voilà, c'est par ça. rapport à l'époque, par rapport à ce qu'on regarde aujourd'hui. Est-ce qu'ils passent l'épreuve du temps, tout simplement? Il y en a qui le font mieux que d'autres. Genre, le dernier épisode, c'était Piège de cristal, et c'est toujours un banger aujourd'hui. Ouais, on Est-ce a qu'on vraiment peut dire- on a vraiment fini par un très bon film en plus. Ouais. Hein. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Too Fast, Too Furious? Ça va être la question de cet épisode. Mais avant qu'on commence, du coup, je voudrais savoir comment tu l'as découvert, mon petit Francky. Oh bah moi, c'était en DVD, ça. Ouais. Moi, en fait, j'ai adoré le premier quand j'étais plus jeune. Bon, on l'a dit dans le premier épisode, mais Need for Speed n'y est pas étranger. Et moi, je voulais absolument voir le 2, qui en plus a une grosse connotation Need for Speed aussi, beaucoup plus, je trouve, que le 1. Puisqu'on retrouve même quand ils ouvrent un moment les coffres et tout, on retrouve même les modèles de trucs qu'il y a dans le jeu vidéo, en fait. Alors, Donc, on le voit que dans le début du film, d'ailleurs. Oui. Et j'ai regardé les dates de sortie pour être sûr, du coup, c'est vrai. Parce que Too Fast, Too Furious, c'est 2003. Et Oui. Need for Speed Underground 2, où typiquement, vous voyez, justement, on pouvait personnaliser l'intérieur de la caisse, tout ça, qui faisait très Pimp My Ride, justement. Ouais. C'est 2004. Donc, on est en plein dedans. Hein. ouais, Les ouais, deux non, se mais sont interbouffés, c'est sûr. c'est sûr et certain. Hein. Ouais, ça se sent de ouf. Hein. Ouais. Mais du coup, ouais, moi, c'était du gros DVD. Hein. On n'allait pas voir ça au cinéma avec mes parents. Et comme c'est étonnant. Et pourtant, mes parents l'ont regardé avec moi. Ça, je me souviens. Ah, On regardait les films ensemble, en fait. On les louait, mais on regardait les films ensemble. c'est déjà ça. Hein. Moi, Ouais, écoute, ça doit être la même chose hein, dans la chambre avec mes frères. On a dû le bouffer au moins 200 fois. De mémoire, je pense que celui que j'ai quand même plus vu, c'est Tokyo Drift. Je sais pas si j'en ai parlé lors du premier épisode. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté le premier épisode parce que c'était en juin 2025, donc je t'avoue, ça fait un moment. Mais non, ouais, pareil. Tout ça, c'est lié vraiment à une période de mon enfance avec Need for Speed Underground sur Play et puis le début de cette saga qui continue toujours aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse paraître. On aura le temps d'en reparler justement dans les anecdotes, mais non, c'est étonnant. J'avais pas beaucoup de souvenirs de ce deuxième film. Quelques scènes clés. Moi, j'avais très très peu de souvenirs du deuxième film. D'ailleurs, point que je voulais donner, c'est que je me souvenais même plus que Vin Diesel était plus là. Ah si, ça je savais quand même. Moi, je me rappelais plus du tout.
Je savais plus que c'était vraiment Brian O'Connor, le personnage central du film, et qu'on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui va être là pour tout le reste de la série aussi, quoi. 2 nouveaux personnages qui seront là pour Oui, tout le reste de la série, là, oui. parce qu'il y a aussi Ludacris qui Il y a arrive. Ludacris qui se pointe, ouais. C'est vrai. Donc au final, ça pose pas mal de briques de ce que va être Fast and Furious avant le 4 et après aussi. C'est assez drôle parce que c'est un peu un film qui fait l'entre-deux et il est intéressant à analyser pour plein de choses justement là-dessus. Bon, on va avoir le temps d'y revenir scène par scène comme vous connaissez parce que on va revenir sur le film scène par scène. Donc d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a jamais dit, mais on estime qu'à prescription. Mais si vous avez jamais vu le film, on va tout spoiler, hein, honnêtement. Ah bah oui, là. Je préfère le prévenir. Bon, il y a pas grand-chose à spoiler dans ce film. Mais... non, c'est vrai. Mais oui, pour le coup, on n'a aucun scrupule. Ouais, non. C'est des vieux films. Après, ça peut peut-être vous donner l'envie de regarder les films. Hein. Ça, c'est le concept, hein, normalement. Normalement, oui, ouais. C'est le concept. Ou pas du tout, si le film est vraiment mauvais. Ou alors par curiosité morbide. Ouais, il y a ça. Si vous voulez voir un crash. Écoute, je pense qu'on pourrait démarrer par le réalisateur, si ça te va, parler un peu de ce dernier. Je pense que tu as des notes là-dessus. Ouais, le réalisateur, c'est John Singleton. Lui, il est passé du cinéma engagé au moteur surboosté. Le John Singleton, c'est un prodige de 24 ans à peine. Il marque l'histoire du cinéma avec Boys and the Hood en 91, qui est un film coup de poing sur la jeunesse afro-américaine. Je l'ai jamais vu. Moi, j'ai vu aucun de ces films, donc je peux vraiment pas en parler plus que ça, mais c'est vrai que ces films sont plutôt bien notés. Et en fait, Boys in the Hood, du coup, il y a quand même des acteurs prestigieux dedans, hein, puisqu'il a quand même Cuba Gooding Jr. et Ice Cube. Oui, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est très lié à l'époque NWA. D'ailleurs, ouais. Je crois que c'est tourné à Compton aussi, hein, Boys in the Hood, donc c'est Los Angeles. J'en sais rien du tout. Ça m'étonnerait pas, honnêtement. Il enchaînera avec Poetic Justice. Et Poetic Justice, c'est pareil, on a une connotation très film de rue, jeunesse afro-américaine de rue, etc. Ouais. Avec Janet Jackson, Tupac Shakur, Regina King. Ouais, d'accord. Donc voilà, le mec, il a pas n'importe qui. C'est un truc de ouf qu'à 24 ans, il travaille avec ces personnes-là. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit ça, parce que c'est vrai que dans le film, on a oublié tout l'aspect rock'n'roll qu'il pouvait y avoir new metal des années 2000 de Fast and Furious 1 n'existe plus du tout dans ce film et ça a été complètement remplacé juste par l'univers hip-hop. On a vraiment que du hip-hop et on sent son amour pour la culture de rue. Ouais, mais et ça, c'est cool, ça. Ouais. Et je pense qu'ils l'ont pris pour ça, en vrai. Ouais, et je pense qu'ils l'ont pris pour ça, carrément. Du coup, il enchaînera en 95 avec Fièvre à Columbus University, avec Omar Epps, Laurence Fishburne, Regina King. Oui, quand même. Le mec, vraiment, il tabasse pas mal au niveau des acteurs. Et il passera c'est en 97 qu'il réalisera Rosewood, qui est avec John Voight, Ving Rhames et Don Cheadle. Ok. Et Rosewood, il prend plutôt des bonnes notes aussi. Donc, c'est une histoire vraie en 1923 dans un village noir de Floride qui fut entièrement brûlé. Voilà. Donc, le mec s'attaque quand même à des sujets très américains et centrés sur la culture afro-américaine et très, très engagé. Et puis, arrive l'année 2000. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'il réalise Shaft. Alors, pas avec n'importe qui non plus, puisque Shaft, c'est avec Samuel L. Jackson et Jeffrey Wright. Ok. Donc Shaft, il a fait des bons acteurs quand même. Hein. Oui, il a eu des bons acteurs. Shaft, c'est une ancienne série. C'est un remake d'une ancienne série et c'est l'histoire d'un inspecteur noir qui s'appelle John Shaft et qui a des méthodes peu orthodoxes. Donc voilà, c'est un peu le inspecteur Harry de Samuel L. Jackson, quoi. Ou Training Day un peu, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, un peu, mais il n'a pas le côté Training Day. Mais c'est là que le réalisateur il trébuche, quoi. Shaft, c'est bien, mais je pense qu'il y a un truc qui manque aussi. Ça annonce la fin de sa carrière, quoi, c'est ça. Encore plus avec alors après en 2001 il fait Baby Boy, donc là ça marche plutôt bien et il a quand même donc sa première collaboration avec Tyrese Gibson. Ok. Et Omar Gooding que je ne connais pas non plus, donc mais c'est sa première collaboration avec Tyrese Gibson et là ça chute pas mal au niveau des notes. Donc tu sens que voilà, il y a ça trébuche, quoi. Et là Too Fast Too Furious. Là, ça part en sucette. Puisqu'après, après 2003, après Too Fast Too Furious, il fait 4 frères qui ne marchent pas du tout. Pourtant, il y a Mark Wahlberg et Tyrese Gibson aussi. Alors, je savais pas que c'était lui qui avait réalisé ça. Ouais. Et j'ai un amour pour ce film nostalgique. Je pense que si je le reverrais aujourd'hui, je me dirais que c'est pas ouf. Mais je pense c'est un film moyen. Mais je pense qu'il y a une ambiance un peu aussi, tu sais, t'as pas vu la série, mais Shameless, parce que c'est un peu, tu sais, la banlieue de Chicago avec des gars de
un peu des voyous au grand cœur un peu. Et Mark Wahlberg il joue typiquement tout le temps ce genre de rôle d'ailleurs. Oui. Et M'énerve Mark Wahlberg. Et c'est un film que j'ai vu un peu dans la même époque, hein. Donc ok, ouais. Ouais, et en 2011, c'est la fin de sa carrière au cinéma, puisqu'il réalisera Identité secrète. Que dire de Identité secrète ? C'est un film qui se tape 1,4 sur 5 par la note presse, Waouh. 2,2 par les spectateurs sur Allociné. C'est un film avec Taylor Lautner, qu'on a oublié. Taylor Lautner, Je vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est ? Non. Le mec, il s'était fait reconnaître dans Twilight. C'est le loup-garou dans Twilight. Ah oui, d'accord. Oui, Voilà. c'est Jake. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Et là, ouais, c'est la fin. Il y a quand même Alfred Molina dedans. Merde alors. Oui. Mais c'est une catastrophe ce film et ça signera son arrêt en tant que réalisateur de cinéma. Puisqu'après, il ne réalisera que des épisodes de série jusqu'en 2018 où on n'a plus de nouvelles de lui après. Ok. Voilà. Bah écoute, j'ai vu 2 films de lui du coup et en vrai, 4 frères, il pourrait passer dans le podcast, honnêtement. Ça peut se faire, ouais. Ouais, il y a du potentiel. Ouais, je pense. Hein. Et Identité secrète, il y a un gros potentiel aussi. Hein. C'est un gros potentiel nanar, hein. Vraiment. Moi, je l'ai vu à l'époque, j'ai aucun souvenir de ce truc. Ok. Et je sais juste que c'était nul, je suis sorti du film en mode waouh, qu'est-ce que j'ai regardé. Ouais, c'était vraiment nul à chier. Hein. Ouais, mais c'est dommage, il avait un début prometteur et en fait, il s'écroule, quoi. Et c'est un peu dommage, je pense qu'il a été vers le film facile d'action qui peut lui ramener du spectateur, mais je pense que c'est un mec qui s'est fait broyer par le système, en fait. Ça arrive souvent à Hollywood, hein. Bah ouais, je pense, hein, parce que il avait quand même un regard brut, sincère et ancré dans le réalisme social. Et à partir de Shaft, je trouve qu'on perd un peu ce réalisme social. Même dans Too Fast, Too Furious, on n'a aucun réalisme social. Non, ils vivent dans une planète secondaire. Ah oui, ils sont à l'ouest. Mais bon, voilà, c'est la carrière de John Singleton, notre réalisateur de Too Fast, Too Furious. Ouais, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les acteurs parce que Paul Walker, on en a déjà parlé dans le premier épisode, hein, il joue toujours le rôle de Brian O'Connor, tout le monde le connaît pour son rôle-là. Oui. Que dire de plus qu'on n'a pas déjà dit. Je pense qu'on peut passer à Tyrese Gibson qui joue son Roman Pierce, qui est le personnage qui est au final le comic relief de la saga. Ouais, c'est le sidekick grande gueule sous caféine, quoi. C'est voire même sous cocaïne des moments, parce que il est encore un peu nuancé dans ce film-là. Oui. Il y a un côté un peu normalement obscur, mais il va vite le perdre. Et en fait, fun fact, je le cale tout de suite, mais à la base, il était vraiment écrit que comme un personnage un peu amer, tu sais, qui a souffert d'avoir fait 3 ans de prison et tout. Et en fait, c'est toutes les impros de Tyrese Gibson qui ont ramené ce côté comic relief. D'accord. Donc, il était pas du tout écrit comme ça, et c'est lui qui l'a transformé. Et en vrai, pourquoi pas, ça marche bien. Oui, il a trouvé le personnage parfait pour sa personnalité. Hein. Il est bavard, nerveux et drôle, donc. C'est ça. Et puis on en a déjà parlé de sa filmo parce que on l'a vu dans Transformers 1 de Michael Bay. Ouais. On en reparle juste un petit peu vite fait parce que il y a 2-3 trucs que j'ai retrouvés vite fait qu'on n'a pas parlé. Mm-hmm. Le mec, ça m'a fait rire parce que j'ai pris, je pense que des films de merde qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait des bons films? Bon, il a pas joué dans Transformers 1, donc on l'a pas fait en fait. Il a juste joué dans Transformers 2 et 3 pour moi. Non, il a joué dans Transformers 1, j'en suis persuadé. Ah okay. Oui, je me souviens pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu ça. Bon, après, il a fait La course à la mort de Paul W.S. Anderson. Ok. Avec Jason Statham. Ouais. Donc, il a croisé Jason Statham là aussi. Ah, j'avais oublié, c'est vrai. Ah, il est nul ce film, bon Dieu. Celui-là, on pourrait le mettre, hein. Ouais, après, j'aime bien. Hein. On fait déjà une saga avec des bagnoles, je me dis, bon. Mais là, il y en a qu'un. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est des films de merde, les autres. Vrai. C'est une catastrophe, les autres. Mais là, celui-là, il est drôle. Le premier est drôle. Et ensuite, il incarnera un personnage dans Morbius en 2022. Je l'ai pas vu ce truc, hein, parce que j'avais pas envie de. Moi, je l'ai vu. C'était bien nul. Hein. Mais de toute façon, tous les films Sony, Spider-Man, de l'univers de Spider-Man. Non, mais attends, c'est Sony, Spider-Man, et en plus, il y a Jared Leto, quoi. Non, mais on a le combo gagnant pour faire un film de merde. Je sais pas pourquoi il doit avoir tellement de dossiers de Jared Leto sur Hollywood, parce que je trouve que depuis quelques années, il fait que de la merde. Et il est partout. Je comprends pas. Tout s'écroule en plus, c'est ça le pire. Il y a rien qui marche. Tout ce qu'il fait, il y a rien qui marche. Il doit avoir des trucs sur Hollywood pour que. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, le mec, il s'en sort bien. C'est ça. Il s'en sort très bien. Et il jouera dans les Chroniques de Noël 2 de Chris Columbus en 2020. Je savais pas que Chris Columbus avait réalisé des trucs comme ça en 2020. Moi non plus. Après, ça fait un moment que je suis plus trop sa carrière, Chris Columbus. Donc, Mais oui, que dire. Tyrese Gibson, c'est pas vraiment un vrai acteur. Hein. C'est pas méchant, mais c'est un comic relief là, même dans ce film. Oui, c'est un sidekick rigolo, quoi.
Parlant Pas plus que ça. en parlant de personnes qui sont pas vraiment des acteurs, bon, elle va faire mal un peu celle-là, mais bon, il y a un autre personnage qui apparaît dans la saga et qui va être là juste pour un épisode, c'est le rôle de Monica Fuentes qui est interprétée par Eva Mendes Prime, parce qu'à ce moment-là, elle est un peu sur le toit du monde. Oui. Juste après, elle enchaînera avec Hitch en 2005. Oui. C'est le film, moi, quand je pense à Eva Mendes, je pense à Hitch, forcément. Pas moi. C'est vrai? Moi, je pense à La nuit nous appartient. Ah, c'est vrai. We Own the Night. Ouais. La nuit nous appartient, ça, c'est quelque chose. C'est James Gray, c'est trop bien. Moi, j'adore James Gray, j'adore tout ce qu'il fait. Et moi, ce film, je pense tout de suite à elle. Après, avec Joaquin Phoenix. Dans Too Fast and Furious, je la trouve catastrophique par contre. Ah ouais, non mais elle en a rien à foutre là en plus. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, oui, non, t'as l'impression qu'elle s'en fout de son rôle, mais elle sort de gros films quand même, puisqu'elle a, comme tu l'as dit, Training Day, La nuit nous appartient. Elle a fait Un claquement d'emploi, elle était dans Desperado 2 de Rodriguez, avec Tarantino et tout. Enfin, c'est quand même, sur le toit du monde. Elle fera aussi Very Bad Cops. Et elle est aussi dans Ghost Rider avec Nicolas Cage. C'est vrai. Celui-là, faut qu'on le fasse par contre. Ouais, faut qu'on fasse les deux. Il y a du potentiel. Il y a du gros potentiel, ouais. Mais Ghost Rider, elle est dedans et elle finira avec The Place Beyond the Pines où elle rencontrera son mari. En 2012, et on l'a pas vu depuis, c'est ça fait ultra longtemps qu'on l'a pas vu aussi. Elle fait plus de cinéma en fait, elle a arrêté parce que en fait, elle a eu des enfants avec Ryan Gosling. Ok. Et elle veut se consacrer juste à ses enfants et à sa famille. Elle avait dit qu'elle arrêtait le cinéma pour ça. Voilà, on en avait parlé avec ma copine, c'est pour ça, celle qui m'a dit ça. Moi, je savais pas du tout. Je savais même pas qu'elle était avec Ryan Gosling, tu vois. Bah, c'est depuis The Place Beyond the Pines, donc ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, non? Ok, ça, 13 ans. C'était l'instant people du podcast. Ouais, c'est ça. Dans le film, elle joue une top infiltrée. C'est le rôle féminin principal. Elle apporte un peu de sérieux quand même. Alors, le personnage. Ouais, si, quand même. Oui, mais le personnage, il est sous-écrit. La romance, elle est forcée, je trouve. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas de romance jusqu'au moment où elle arrive dans son bateau, quoi. Apparemment, c'est que des jeux de regard, quoi. Le personnage devait pas être aussi important. Et je pense que du coup, ils l'ont intégré plus tard et ça se voit, ils savent pas où la foutre en fait. Ah ouais, non, mais ils savent vraiment pas où la foutre. Elle a 4 scènes à tout casser. Ouais, mais j'irai un petit peu plus. 4-5, c'est mais dès qu'il y a Cole Hauser, elle est là, de toute façon. Donc, oui, justement, un peu plus on en parle. Cole Hauser, voilà. Qui est le méchant qui transpire le PowerPoint criminel. Ouais, il joue le rôle de Carter Veron. Ah putain, j'aime pas son rôle. Oh là c'est un méchant très monolithique, avec des grands sourcils, un regard de méchant. C'est et des super chemises col en V à moitié ouvertes parce que ce qu'on a oublié, c'est que ça se passe à Miami et t'as l'impression d'être dans Miami Vice à chaque fois que tu vois Carter. Oui. Donc franchement, j'aime pas ce perso. Je le trouve nul. Il fait pas peur. Enfin, on en reparlera, mais on aura le temps d'y revenir. Je pense que c'est le perso le moins bien écrit du film et le moins bien joué en plus. Je trouve que que Cole Hauser, il le joue pas bien. En même temps, c'est pas facile de jouer ce qu'il lui donne à faire. Honnêtement. Il y a pas grand chose à bouffer, tu me diras. Et pourtant, Cole Hauser, c'est quand même un bon acteur, puisqu'il apparaît pour la première fois en 92 dans le film La Différence, aux côtés d'étoiles montantes comme Matt Damon, Brendan Fraser et Ben Affleck. Ok, d'accord. Donc il a côtoyé les plus grands quand même. Il a joué dans Dazed and Confused de Richard Linklater. Moi, j'aime beaucoup Linklater, ce qu'il fait. Là, il y a Blue Moon qui est sorti sur les plateformes, je crois. Enfin, je le regarde. Okay, je l'ai pas vu. J'aime bien ce que fait Linklater de manière générale. Et il jouera du coup avec Matthew McConaughey et Ben Affleck aussi dans ce film-là. Ouais, donc il est tombé bien bas. Après, il est récemment dans une série qui s'appelle Yellowstone, jamais regardé. Dédicace à VD Boss qui a kiffé la série. Donc, Ouais, il paraît que la série est très bonne. Ouais. Et il jouera aussi en 97, toujours aux côtés de Matt Damon et Ben Affleck. Je pense qu'ils sont devenus bien potes puisqu'ils ont fait plusieurs films ensemble avec Affleck. Ils ont fait Génération Rebelle et en 97, il fera Will Hunting avec eux aussi. Ok. Il a un personnage dans Will Hunting. Il joue dans Will Hunting ? Oui. Il joue pas le connard dans le bar qui. Bah ouais, voilà. Bon, c'est un truc comme ça. C'est un micro-rôle, quoi, je crois. Ouais, mais bon, il est dans Will Hunting, quoi. Oui, c'est juste un de mes films préférés, Will Hunting. Donc. C'est le film préféré de Charlotte. Moi, j'adore ce film. Ouais, c'est très très bien. Rien que pour Robin Williams, ce film est extraordinaire. Oui, non, c'est du solide. Ah non, il interprète leur ami d'enfance, pardon. C'est pas le connard. Ah, donc. C'est le troisième. C'est le pote de Mark Wahlberg, quoi, c'est ça ? Non, pas Mark Wahlberg, Ben Affleck. Ben Affleck, oui. Bon, qui sont d'ailleurs tous les deux des anciens gangsters de Boston, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je les confonds souvent. Il jouera dans The High Low Country de Stephen Frears avec Woody Harrelson. Il jouera dans Pitch Black aussi. C'est vrai ? Ouais.
Il a un Ok. petit rôle dans Pitch Black. Et du coup, c'est la seule fois où il croisera Vin Diesel. C'est dommage. Il Ouais. joue dans la saga Fast and Furious, mais dans l'un Seul. des 2 seuls films où il n'y a pas. Ouais, 3 seuls Toretto. films. Il n'y a pas Toretto, quoi. Donc, Et écoute, Pitch Black, ça serait un bon bail à refaire en podcast. ouais, je pense aussi. Hein. Ça fait longtemps. On que n'a j'ai pas fait vu, hein. de science-fiction en plus dans le podcast, je crois. J'ai pas le souvenir de ça. Ah si, on a fait Demolition Man, pardon. Bah oui, Oui, c'est vrai. Ouais. Il jouera aussi dans Mission Évasion avec Colin Farrell. Il jouera avec Bruce Willis aussi sur Les Larmes du Soleil. Donc ouais, le mec a joué avec. Il a une belle carrière. Hein. Ah, il a une belle carrière. Limite, c'est celui qui a la meilleure carrière de tous les acteurs qu'on vient de faire. Hein. Oui, je pense. Parce que il a réussi à faire son petit bonhomme de chemin un peu de manière discrète, puisque avec Yellowstone, la série marche de ouf. Donc Ouais, c'est ça. il a bien réussi son coup. Je pense que voilà, ça reste un bon acteur. Hein. Moi, j'aime beaucoup Cole Hauser, mais pas dans ce film, quoi. Il nous reste Désolé. un dernier acteur. Bon, acteur, c'est un grand mot. Le rappeur Ludacris qui joue le rôle de Tej Parker. Déjà, c'est quoi ce nom, Tej? Moi- Tej. Mais alors, moi, quand j'entends Ludacris, j'entends toujours, comment il s'appelle, Karim Debache. Oui. Quand il fait Ludacris, yeah, wouh, wouh. Il a un peu toujours ces mimiques-là quand il rappe, Ouais. c'est assez drôle. Et du coup, c'est un second rôle qui devait pas revenir, mais qui va devenir récurrent dans la saga. Ouais. Il joue le lien entre le garage et la tech de la saga, souvent. Il a quand même une carrière un peu, comment dire, un peu aléatoire, je trouve. Ah, est-ce que c'est vraiment une carrière d'acteur? Enfin, c'est un grand mot, hein, honnêtement. Bah, en fait, il joue pas dans des mauvais films non plus. Il a joué dans Collision de Paul Haggis, que j'aime bien. C'est un bon film choral. Moi, j'aime bien Collision. Et il jouera aussi dans Hustle and Flow, mais il fera aussi des films comme Rock'n'Rolla de Guy Ritchie, tu vois. Rock'n'Rolla, c'est le dernier bon film de Guy Ritchie, vraiment. Ouais. Bon, il y a eu The Gentleman qui était très bien, mais vraiment Rock'n'Rolla, c'était bien, ouais. le Rock'n'Rolla est vraiment au top. Ok. Enfin, moi, j'adore Rock'n'Rolla. Et il jouera là-dedans. Donc, et il jouera dans Max Payne avec Mark Wahlberg. Ouais, alors. Ouais. Ça, c'est un film qu'on peut mettre dans le podcast, mais après, on pourrait le mettre dans le podcast, mais je pense que Karim Debache a déjà tout dit dans sa chronique. Ouais, qu'est-ce à que tu veux l'époque. dire de plus, ouais. Je peux pas dire grand-chose de plus. Il jouera dans Ultimate Game aussi. Donc, il jouera dans Sex Friends avec Ivan Reitman. Enfin, d'Ivan Reitman, pardon. Oui. Donc, non, il a une carrière un peu aléatoire, je trouve, parce qu'il fait des trucs comme Lil Pimp ou Frère Noël. Tu sais pas d'où ça sort. Et derrière, il sort Rock'n'Rolla et Sex Friends d'Ivan Reitman. Donc, Bah, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de charisme. Donc, oui, ça, oui. Mais je trouve qu'en termes de film, c'est un peu aléatoire. Et je crois que c'est à partir de 2011 où il enchaîne que les Fast and Furious, quoi. ouais, bah, de toute façon, il est devenu son personnage de Fast and Furious au fur et à mesure. Oui, bah tu regardes sa filmographie, il passe une tête dans Happy New Year de Gary Marshall, mais après, Ludacris, c'est juste, c'est juste Fast and Furious, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, la plupart des gens le connaissent toute façon, pour ça. Oui. Je pense qu'il y a plus de gens qui le connaissent pour ça que pour sa carrière musicale aujourd'hui. Ah, ça, je suis pas d'accord là-dessus. Tu penses? Ouais. Parce Ah. qu'il est quand même hyper prolifique en termes de rap. Il sort beaucoup d'albums. Encore aujourd'hui? Je crois que ouais. D'accord. Bah, c'est moi Faudrait que je regarde, mais je sais plus pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, Si vous êtes fan de Ludacris. Je sais pas s'il y en a beaucoup des fans de Ludacris qui écoutent J'en le connaissais un ou podcast. deux à une époque. Eh bah, écoutez, appel à vous. C'est ça. Donc non, à l'époque où il faisait tous ces films-là, il était quand même hyper prolifique en rap. Je sais pas comment il gérait sa carrière, mais parce qu'il a fait plein de trucs quand même. Ok. Il est très fort. Bon, une petite dernière hein, quand même, parce qu'il y a quand même Devon Aoki. C'est quel perso? Devon Aoki, c'est Suki. Ah, ouais, alors, oui, d'accord. Bah, alors moi, je vais en parler parce que elle s'appelle Suki. Oui, non, je sais, mais ça me tue comme nom. Devon Aoki, c'est une mannequin de base et elle a commencé à faire quelques films. Bon, elle est pas mannequin pour Kiabi, hein, mais elle fait quand même Chanel, Versace, donc voilà. D'accord. C'est des grands noms, quoi. Et elle a ce côté, tu sais, Japon, tuning, qui passe très bien dans le film. Et à l'époque... Elle s'appelle Suki, frère. Oui, non, mais je veux dire, à l'époque, il fallait mettre un côté japonisant, en fait, dans la partie tuning. Mais c'est pour ça qu'il y a Tokyo Drift après, en fait. Bah, de toute façon, je voulais revenir, je le ferai pendant le film, mais c'est vrai que comme pour le premier, il y a toujours ce truc très bagnole japonaise. Et quand j'étais petit, ça me passait au-dessus, j'avais pas du tout les refs, en fait. Et oui, c'est très étonnant. D'ailleurs, on dirait qu'ils la font passer pour une japonaise, Suki. Ouais. Parce que même dans une scène, elle est avec deux acolytes qui sont deux japonaises aussi. Ouais.
on dirait qu'ils essaient de la grimer en japonaise, c'est bizarre un peu. C'est un peu ça, c'est un peu chelou là-dessus. Mais bon, après, elle a pas beaucoup de choses à bouffer non plus. Mais par contre, elle a quand même de beaux rôles après ça, puisqu'en 2005, elle fait quand même Sin City de Robert Rodriguez. Ok, je savais pas qu'elle était dedans. Elle joue le rôle de Mio, ninja silencieuse et ultra stylée, et j'aime beaucoup son rôle. Oui, la font Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ouais. Et elle joue. Du coup ou pas ou... Hein Je crois elle est américano-japonaise, je crois. D'accord, ok. C'est la demi-sœur de Steve Aoki, le DJ. Ah, ok. Voilà. Ah ouais, étonnant. Ouais. Putain, on a beaucoup de fun fact people aujourd'hui. Elle jouera dans Dead or Alive. Ouais. Dead or Alive, l'adaptation du jeu vidéo. Tu sais, le jeu vidéo où... C'est un jeu vidéo? Moi, je crois que c'était un Boobs Simulator. C'est un peu ça. Où ils ont fait comment ça s'appelle, des joueuses de volleyball, là. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis ça. Tu sais que c'était le fer de lance de la Xbox, de la toute première Xbox. Je c'était en mode, eu. regardez, il y a Dead or Alive, regardez la manière dont la physique marche sur les femmes. Oh, putain. C'était vraiment très bof. Bah, c'était hyper bof. JDG en a fait un épisode il y a pas longtemps sur le grenier. Ouais. Où justement il parle des bikini games et justement il parle de Dead or Alive, le jeu de volley quoi. Oui. Et qu'il y avait vraiment un mode où tu pouvais pas jouer et juste regarder. Donc c'était ultra beauf. Vraiment. C'est toujours ultra beauf. C'est toujours ultra beauf. Ouais. Mais heureusement on fait plus ce genre de jeu. Oh, je pense que sur PC ça existe toujours. Ah peut-être. Ouais. Et je crois qu'il y a pire que ça. Hein. Avec l'IA, il y a des trucs obscurs. Hein. Oui. Mais du coup le film est ultra nanardesque. Ça marche pas. C'est même un direct ou DVD à l'époque. Ça serait un bon film à faire dans le podcast. Bah ouais, mais quand même de Bash l'a déjà fait aussi. Oui. Donc on peut pas. Enfin, je saurais pas quoi dire de plus à part que c'est un film beauf et c'est tout quoi. Il y a beaucoup de répliques. Et en plus, c'est même pas Dead or Alive avec les volleyball. Il y a aussi Dead or Alive. Il y a eu un jeu vidéo de combat là-dessus. Oui, bah à la base c'est un jeu vidéo de combat. C'est du combat. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc de volleyball avec des meufs à poil dessus, mais. Bah parce qu'il y avait déjà des meufs à poil dans le jeu vidéo, donc oui, c'est vrai. ils se sont dit qu'ils allaient les faire battre, autant les mettre en bikini quoi. Tu vois, le volleyball c'était une bonne excuse pour les foutre en bikini. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Elle jouera aussi dans Rogue, l'ultime affrontement, qui est un film avec Jet Li. D'accord, étonnant. Donc voilà. Et après, elle fera The Mutant Chronicles et Rosencrantz and Guildenstern are Undead. Je sais pas ce que c'est que ce truc. On dirait un film de seconde zone. Ouais, on la reverra plus. Elle fait plus de films maintenant. C'est une série Z, ce que t'as dit. Ouais, c'est une série Z. Je l'avais récupéré ce truc-là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Bah, dans Fast and Furious, elle a pas un rôle inintéressant. On aura le temps d'en reparler plusieurs fois. Ça aurait pu être pire parce que elle est quand même cliché sur sa partie japonaise, quoi. Bien sûr, mais trop cliché, quoi. Connaissant la saga Fast and Furious, ça aurait pu être pire. Et je trouve que dans ce deuxième volet, il s'améliore un peu par rapport au premier film. Mais on va pouvoir en reparler parce que je pense que on a fait le tour du casting, des équipes techniques. Je pense que si c'est bon pour toi, on peut démarrer directement dans le tas et commencer le film. Bah oui, allons-y. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Alors, écoute, ça commence, je me suis dit comme Fast and Furious 1, ça commence direct dans le tas parce que on a ce logo Universal qui se transforme en jante de bagnole chromée. Ouais, et moi je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce logo? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, logo? Oh, les effets sur le logo Universal, incroyable. C'est un kitsch assumé et on rentre tout de suite dans l'univers. Et comme tu l'as dit, on retourne instantanément à l'ADN Fast and Furious premier du nom. Oui. Parce qu'on retrouve un rassemblement illégal de bagnoles avec des routes bloquées, une ambiance rodéo illégale. C'est ça. Et une sexualisation omniprésente de la jante féminine avec des mini-shorts partout et des gros décolletés. Ouais, bah c'est ça, avec un gros bon beat là. Un gros bon beat. Voilà, lapsus. Il y arrive plus, on l'a perdu. Ouais, je me suis perdu. Ouais, on commence du coup avec un bon gros rap. Oui. En plus. Ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, il y a cette ambiance très. C'est très rap pour le coup là. Hein. Ah bah ça restera que ça. Et puis très Need for Speed Underground 2 parce que comme tu dis, on a une présentation visuelle des voitures tuning à la Pick My Ride. Limite t'as l'impression que t'as Exhibit qui vient arriver qui dit Yo man, on vient de tuner ta caisse. C'était tellement l'époque en plus. Bah c'est pour ça je pense qu'il y a tout ça. J'adorais Exhibit avec Pick My Ride. Très drôle aussi. Hein. C'était n'importe quoi, genre le mec il te mettait un aquarium dans le sol avec des télés dans le plafond, tu fais ça n'a aucun sens. Pourquoi tu fais ça? L'exubérance à l'américaine. Je crois, alors à l'époque d'Exhibit, alors vraiment une petite parenthèse parce que j'étais encore dans cette période un peu tuning machin, j'avais encore pas Fast and Furious mais Need for Speed en tête. Je suis allé au Canada en 2008-2009.
pour y passer 3 mois pour un stage, et je regardais Exhibit tous les soirs. Bah oui. Et le truc de ouf, c'est qu'à un moment, les mecs lui ont demandé tu pourrais pas pimper mon pick-up là? Et le mec, il a pimpé le pick-up, il a mis un jacuzzi dans le coffre. J'étais en mode what the Qui fait ça? T'imagines, tu prends un Dodan, t'as toute l'eau. Mais je me suis dit, mais ils vont trop loin, quoi. Ouais. C'est là que je me suis dit, il y a un problème avec cette émission. Je sais pas ce qu'ils font avec leur bagnole après, mais. Non, beaucoup mais la revendaient. Hein. Oui, non, mais ça m'étonne pas. En tout cas, on est vraiment dans cette esthétique. D'ailleurs, j'ai dû passer bien 5-10 heures pareil à, tu sais, mettre des néons, pimper ma caisse dans Need for Speed Underground. Et, on aimait bien les néons à cette époque-là. Ouais, bah d'ailleurs, justement, le titre apparaît avec un effet 3D dégueulasse de néon. Pareil, c'est du kitsch complètement assumé. Ça a ultra mal vieilli, mais ça fait partie de... l'ADN de la série, quoi. Ouais, puis de la nostalgie de cette époque-là. Moi, ça m'a fait sourire, honnêtement. Oui, moi aussi. Hein. C'est Saut 2000. Hein. Ouais, c'est ça. Et bon, je le dis tout de suite, je trouve que la photo est quand même beaucoup plus belle que dans le premier volet. Parce qu'on avait une photo très jaune pisse dégueulasse. Ouais, on se serait cru au Mexique dans un film américain. Là, c'est un peu plus neutre quand même, c'est un peu plus joli. Oui, il y a plus de couleurs, on va dire. Ouais, même les bagnoles ressortent mieux, je trouve. Non, c'est moins dégueulasse que le premier film. Et on sent aussi qu'il y a un gap de budget quand même. Oui, carrément. Hein. Il y a plus de bagnoles, il y a plus d'effets, enfin non, il y a plus de budget là-dessus, et je trouve que John Singleton s'en sort très bien sur la plupart de sa réalisation en général. Ça fait alors il fait le café. C'est ok. Tu sens que c'est pas lui qui fait les meilleurs films d'action, mais c'est pas du grand cinéma, mais c'est suffisant pour débrancher ton cerveau et puis regarder un film avec des bagnoles. Le reproche que je pourrais faire, c'est mis à part cette scène d'ambiance rodéo, c'est une des seules scènes qui fait un peu Fast and Furious 1. Et après, on a une vibe qui va rester très film de mafieux, Miami Vice du pauvre. Oui. Et bon, pourquoi pas. Allez. Ouais, après Miami Vice, le premier est bien, enfin le film est bien. Non, c'est pour ça que je dis Miami Vice du pauvre. Et là, tu sens que ça pêche sur pas mal de trucs hein, quand même. Oh, et du coup, on a... du coup... vas-y, allez. Du coup, j'allais dire, on retrouve tous nos protagonistes, hein, puisqu'on il n'y a pas Tyrese Gibson à ce moment-là, mais il y a Ludacris. Donc Tej est là, avec Suki. Les deux autres, on les reverra à peine. Hein. Et l'autre qu'on voit à côté, c'est Sucré dans Prison Break. On en a déjà parlé dans un film, je sais plus lequel. Il est dans Transformers aussi. C'est Transformers, c'est ça. Mais du coup, on retrouve Sucré de Prison Break. Qui joue en vrai, j'ai même pas son prénom, pour moi c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est le Mexicain de la course, c'est horrible. Hein, c'est un peu ça, mais c'est vrai. Il a que ça à jouer. Et t'as l'Afro-Américain de la course, et je sais même pas c'est quoi son prénom, on le voit une fois et c'est tout. Bon, je sais pas qui c'est ce mec, mais bon après, voilà. Et du coup, ça fait vraiment, tu sais, c'est vraiment très ricain de faire ça, mais tu sais, c'est une course où du coup il y a l'asiatique, la mexicaine, l'afro-américain et le petit blanc, le yaourt qui va arriver. C'est trop bizarre, quoi. Ouais, parce que très vite, Ludacris, il met en place la course. Hein. Ils ont 4 minutes pour trouver un nouveau compétiteur. Ouais, c'est ça, il faut être 4 pour faire la course. Il faut être 4, il n'y a pas de 4e personne. Et du coup, Ludacris s'appelle, forcément, ils en jouent du suspense, t'as une scène où on le voit filmer de dos, comme dans si le noir. On sait tout de suite que c'est Brian. C'est Brian, ouais. Il arrive dans une Nissan Skyline ultra stylée. On dirait la Nissan Skyline de Need for Speed. Hein, ouais, c'est vraiment celle-là. Et c'est la bagnole la plus stylée du film. C'est dommage qu'on la voit que au début. Ouais, un petit peu à la fin, je crois, non? Même pas. Non, la fin, c'est juste au générique. Ah oui, exact, oui. C'est au générique. Les effets 3D du générique de fin. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai remarqué, mais le volant, il est à gauche aussi. Enfin, à droite. Oui. Du coup. Donc, il est pas dans le bon sens, quoi. C'est une vraie bagnole japonaise. Une bagnole japonaise, ouais. Bon, du coup, en attendant les 4 minutes, t'as Sucré qui met des mains au cul. Pour le coup, c'est vrai. On va avoir quelques répliques, comment dire, un peu, enfin, ultra beauf. Ok, merci les gazelles. Ça le fait. Astiquez-la bien, les filles. Esto es mio. C'est bon, Tej. On se la fait, cette putain de course. Des bonnes répliques drôles et beauf, il y en a moins que dans le premier film. Il y en a beaucoup moins que dans le premier film, c'est même plat, je trouve. Ouais, ça manque de vannes de merde. Oui. Il y a justement cette scène où Suki, t'as Tej qui va voir Suki. Dis-moi, Suki, quand est-ce que tu t'occupes de mon levier de vitesse à moi? Quand t'auras ce qu'il faut dans ta trousse à outils. Ah, d'accord. J'ai compris. C'est un peu ça. Dégueulasse. Je l'ai noté aussi, cette réplique. C'est une des seules un peu beauf qu'il y a dans le film, en vrai. Et c'est vraiment juste au début du film où on dirait qu'ils ont voulu raccorder avec l'ambiance du premier Fast and Furious. Ouais. Et après, on n'en aura plus de tout. Non. Mais ils ont voulu, je pense, ne pas perdre les gens du premier.
Ouais, c'est ça. Et en fait, le 2 est complètement différent par rapport au premier, puisque en plus, on l'a pas dit, mais excite Vin Diesel qui n'a pas rempilé à cette époque-là. Fun fact, hein, il a pas rempilé parce qu'il trouvait que le scénario était pas assez bon. Oui. Tu te dis, mais il a lu les scénarios des suivants ou pas? Mais en fait, c'est pas qu'il était pas assez bon, je pense que le scénario le mettait pas assez en valeur. Surtout. Je pense qu'il a la grosse tête, Monsieur Diesel. Quel con ce mec. Hein. Mais du coup, sur la fun fact aussi, donc Vin Diesel ne rempile pas pour ça, et aussi il préfère suivre le réalisateur du premier Fast and Furious, qui fait Triple X à ce moment-là. Ah, voilà. Bon, ça, il pourrait passer dans le film, enfin dans le podcast. Triple X, on va le faire très vite. On en a déjà parlé, c'est sûr. Ouais, on va le faire très vite, je pense. Mais du coup, tout le monde attend, et Brian se pointe, et là tout le monde fait « Oh putain, c'est Brian, me fait chier !» Ouais. Il y a toujours besoin de thunes, Brian, c'est ce qu'il dit à chaque fois. C'est ça. Il augmente les enchères. Tout le monde met 35 000 balles pour la course. Ouais, qui a 35 000 balles en liquide? Ouais. Bon, après, c'est les États-Unis, mais quand même. Mais ça, c'est un trope en plus des films américains, où genre ils sortent toujours des liasses comme ça. En mode, ouais, le compte est là alors qu'ils viennent d'augmenter de 5 000. Bon, pourquoi pas, allez. Il a 35 000 en liquide sur lui, alors que d'ailleurs, un des coureurs, sa meuf lui dit, ouais, il faut que tu gagnes, on a le loyer à payer. T'as dire, mec, t'as 35 000 en liquide, paye ton putain de loyer. Ah oui, mais ça, je comprends pas, ça. La meuf qui lui dit, oh, faut qu'on paye le loyer. Ça n'a aucun sens. Ah, pas de sens du tout. Et donc, on va vite avoir la course du film qui est, je pense, une des meilleures courses du film. Ouais, et juste avant que la course démarre, il y a un petit jeu de regard où Brian aperçoit enfin Eva Mendes. Oui. Ça le perturbe, il est très perturbé, Brian. Moi aussi, j'étais perturbé. Du coup, il fait ronfler le moteur. C'est vraiment beauf. Ouais. Par contre, il y a un des meilleurs plans de tout le film à ce moment-là, je sais pas si tu l'as noté. C'est très... En fait, ils sont tous alignés. On a un plan, on les filme de côté et on va jouer sur le focus du point et on va voir en fait chaque concurrent va regarder la caméra et on va avoir le point qui bouge de personne en personne. Et j'ai trouvé ce plan, en vrai, c'est ultra simple, hein, mais c'est ultra stylé. C'est cool. Il est bien. C'est bien foutu. C'est un des rares plans en plus qui coupe pas parce que on est encore dans cette esthétique des films des années 2000 où et ça existe encore aujourd'hui, hein, mais un plan toutes les 2 secondes. Et c'est un peu des fois c'est casse-couille en vrai. Et là, c'est simple, efficace, net. Tu vois, j'ai pensé pendant qu'on parlait, on va essayer de commencer un nouveau format court où on fait justement une scène inoubliable d'un film oubliable. Et là, c'est tout con parce que bon, c'est assez léger, mais c'est vraiment là, c'est même un plan. Mais je le trouve incroyable ce plan, franchement, il est très très stylé. Non, il est bien fait. Mais du coup, quand on passe à la course, c'est beaucoup moins bien fait. Ouais. Et là, ça pêche. La course, c'est quand même beaucoup de fond vert, un peu dégueulasse, sur un effet de rapidité qui est vraiment mal fait, je trouve. Le film a été très critiqué pour ses plans 3D. Ouais. Apparemment, c'est au niveau de la réal, ils voulaient les rajouter pour faire un peu futuriste, jeu vidéo. Ça fait dater, c'est pas beau. Même à l'époque, en fait, je me remets dans le contexte de l'époque. Quand tu vois le premier et que tu vois ça après, c'est un peu dégueu. Ça fait déjà dater, quoi. T'as des plans 3D pendant la course, tu peux faire pause et on voit le modèle 3D de Brian. Enfin, c'est vraiment immonde, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont cette caméra qui passe de voiture en voiture en passant dans les fenêtres des autres. Et en fait, ça passe pas bien, c'est moche, c'est affreux. Et en fait, tout ça, c'est pour éviter de filmer la course. Justement, je le disais, je trouve c'est ultra cuté aussi. On passe de plans d'insert où tu vois, ils passent des vitesses, ils appuient sur la pédale et on voit pas grand chose de ce qui se passe. Alors par contre, mention spéciale, dans cette course, il y a des virages. C'est quand même mieux que dans le premier film. Dans le premier, ça allait tout droit. Ouais, non, mais au moins là, il y a 2-3 virages. Là, ils ont fait des circuits. Mais tu sens que, tu vois, ils ont un peu leur spécialité selon les endroits. Genre, à Los Angeles, c'est celui qui ira le plus vite sur une ligne droite. Là, ça fait un espèce de circuit où ils reviennent au point de départ. Tokyo Drift, c'est les drifts. Bon, ça se prononce, quoi. Mais en fait, ça me fait penser un peu justement à Need for Speed où quand tu te baladais dans le monde ouvert, tu pouvais choper des drifts ou des courses ou des sprints ou des trucs comme ça, quoi. De manière générale, cette course fait très Need for Speed Underground. Ah oui. Et je trouve c'est cool. D'ailleurs, les scènes où ils prennent les virages, d'ailleurs, j'avais l'impression de voir un Need for Speed. Oui. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo pour le coup. C'est bien fait pour certains trucs. Il y a des trucs qui sont cool. D'ailleurs, il y a des plans. C'est la seule fois où il le fait dans le film, c'est dommage, mais dans cette course-là, c'est le moment où il y a le plus d'idées de narration visuelle. Mais des fois, les voitures, elles passent et il fait trembler la caméra, pour simuler la vitesse, le choc du truc qui passe. Et c'est des bonnes idées de manière générale. Et dommage qu'il y a ces plans 3D dégueulasses et que c'est un peu trop surcuté et que ça aurait été bien d'avoir, tu sais, un peu comme dans The Batman, un truc en mode plan séquence où tu le vis vraiment. Mais c'est quand même beaucoup mieux que la course du premier. Enfin, tu vois, si tu compares les deux. Oui, parce que la course, elle a un peu plus d'enjeu. Elle est
Enfin, c'est un vrai circuit qu'ils ont fait en mettant des plots un peu partout. Et en plus, à la fin, on a un putain de décollage. Ouais, bah c'est ça, t'as ce truc qui fait très à la Chicago où il y a le pont qui se lève et qui fait très Need for Speed Underground 2 aussi, où Brian, en fait, il passe au-dessus du gars. Au-dessus de Sucré. Au-dessus de Sucré. et en fait... Non, c'est pas Sucré. C'est l'autre, c'est l'afro-américain. Sucré, il arrive pas à finir la course, il a pas les couilles de passer le pont. Oui, c'est vrai, il s'arrête avant. Il passe au-dessus de l'autre gars. D'ailleurs, il y a un plan très cool où on voit le dessus de la bagnole de Brian qui passe vraiment au-dessus du pare-choc. Ah, ça, par contre, c'est bien fait. C'est cool quand même, bien, franchement. Et ça fait très Need for Speed. Oui. Non, mais enfin là, pour le coup, j'étais dans le jeu vidéo et ça m'a redonné envie d'y jouer. D'ailleurs, on pourrait résumer la course à Brian a appris tu lances ton jus trop tôt. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que c'est vraiment ça, en fait. T'as le gars qui court, il met son jus avant de sauter. Et Brian, il attend le dernier moment, il met les deux en un coup. Et c'est vraiment. Il aurait pu le dire. En vrai, il aurait fallu qu'il le dise. Qu'il regarde la caméra en mode tu lances ton jus trop tôt. C'est une occasion manquée. Et je pense qu'ils ont voulu faire trop sérieux dans ce film et laisser les répliques de beauf. Et en fait, c'est. Sans ça, Fast and Furious, c'est pas Fast and Furious. Ah bah non, ça c'est sûr. Et il y en a beaucoup plus des répliques de beauf dans les prochains. Pas dans Tokyo Drift, je crois. Non. Mais du coup, Tokyo Drift est vraiment sérieux, pour le coup. Bah, c'est un des meilleurs, moi, je trouve, en termes. C'est un spin-off, c'est pas vraiment pour moi, c'est un spin-off. Mais moi, je le considère comme le 3, puisque quand ils reprennent Fast and Furious, ils disent que c'est le 4. Donc... Mais en tout cas, Brian gagne. Et aussi étonnant que cela puisse paraître pour un film qui est ultra misogyne, mais le deuxième, c'est Suki. Ouais. Ça aurait pu être pire. Ouais, Suki qui explose sa bagnole après le décollage, là. Après le tremplin. Ouais. Donc, Brian il gagne $100,000 en liquide. Ouais. Bon, il y a un truc que j'ai noté parce que on est aux États-Unis. C'est censé être un peu des gangsters, tous des criminels, tu vois. T'as un type qui gagne $100,000 en liquide. Il se fait braquer, non? Bah, quand même, non, je sais pas. En plus, il arrive avec une bagnole, tu sens qu'il a pas de flingue ni rien, donc. Ça veut dire, le mec, c'est 100 000 putains de dollars, quoi. Ouais. En liquide. Et du coup, net d'impôts. Ouais, c'est clair. Donc, Brian essaye de faire le coq en allant voir Eva Mendes. Elle lui met un stop tout de suite en mode « Ah, je dois y aller. » m'en aller. Ça s'arrête là. Et les flics arrivent de nulle part. Ouais, les flics débarquent et là, c'est le bordel. Tout le monde se casse et c'est course-poursuite entre les flics et Brian. C'est très rapide. Hein. C'est dommage. C'est assez rapide parce que les flics, ils ont une nouvelle arme. Alors, ils ont le grappin à IEM. C'est pas du tout réaliste, mais c'est très cool. Pour le coup, c'est cool. Ouais, c'est une bonne idée, moi, je trouve. C'est un truc complètement con, mais c'est cool. Donc, il tire un espèce de grappin qui se fout sur la carrosserie de la bagnole et qui envoie une onde électrique qui coupe le moteur et tout. Donc tout le monde arrive à s'enfuir, sauf Brian. Alors là, je trouve ça cool parce qu'au final, ça va répondre à pas mal de questions qui étaient en suspens dans le premier. D'ailleurs, moi, je pensais qu'il était encore à Los Angeles. Je n'avais pas reconnu Miami. Moi non plus. C'est après, quand il parle de Miami, je fais « Ah oui, on n'est plus à LA, en fait. » Bah, c'est ça, en fait, il s'est barré. Donc, on apprend quand il se fait arrêter par les flics, on revoit son ancien capitaine qui a rempilé pour le deuxième film et qui explique qu'il est toujours recherché à Los Angeles parce que il a sauvé Toretto. Oui, il a laissé s'enfuir. On en reparle souvent de ce moment. Bah, c'est ça. Donc, c'est pas mal parce que ça vient remplir des trous que le premier film n'avait pas répondu. Et on va avoir le classique. C'est là qu'on va avoir le côté Miami Vice du film. Ouais, il se retrouve très vite dans un débrief de flic. Bah, c'est ça. Et en fait, les mecs, ils lui disent bon, va falloir que tu bosses pour nous maintenant. En gros, c'est le deal habituel. Il faut que tu infiltres un truc de. En gros, apparemment, il y a un mec qui s'appelle Veron, qui est un grand mafieux d'import-export de Miami Vice, quoi, en gros. C'est ça. Et qu'ils ont une meuf qui est déjà en interne, qui est en couverture depuis 1 an. Et ils cherchent 2 pilotes pour une mission. Ouais. Donc, il lui propose de faire affaire avec un gars qui est là, qui s'appelle, je sais plus comment, d'ailleurs on le voit juste une fois. Oui, sauf que il lui demande, alors attends, il lui fait un interrogatoire sur les moteurs. Oui. Les questions qu'on forme une équipe. Mais est-ce que tu peux dire quel serait le meilleur moteur pour une Skyline, le Gallo 12 ou le Gallo 24 ? Le 24. Les marchands de pizza font des moteurs maintenant ? C'est pas possible, j'arrête tout de suite. Si vous avez pas mieux à me proposer, je prendrais moins de risques qu'à aller en tôle. Il passe pas le test, quoi. Il est nul en mécanique. Ça sert à rien de le prendre. Bah, c'est normal, quoi. Oui, non, mais c'est normal. Donc, Brian lui leur explique qu'en gros, s'il veut un partenaire, c'est lui qui va le choisir. Et il a la personne parfaite en tête. Et tout de suite, on va
introduire notre personnage De notre Roman deuxième Pierce. personnage, ouais, qui est un ami d'enfance de Brian. En Ouais. gros, hein. Ouais, c'est un ami d'enfance de Brian et on apprend que il a purgé 3 ans de tôle et que là il est donc quand on le voit débarquer, il fait un Destruction Derby. Ouais. Donc Et- il est dans une bagnole, il explose tout. Ça c'est le but du Destruction Derby. Il y avait un jeu sur PlayStation qui était Oui, trop bien. je l'avais Destruction aussi. Derby, c'était incroyable. Moi je l'avais pas, je jouais chez un pote, mais c'était trop bien. Il a un bracelet électronique aussi. Ouais. Et quand il croise le regard de Brian, on comprend que il y a un truc qui va pas. Oui, non, il y a un truc qui va pas du tout. Et en fait, très vite, on sent que lui, il aime pas que Brian ait été flic. Ouais. Et il le sait pas qu'il est plus flic à ce moment-là. Non, c'est ça. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux, ils se battent ensemble. Ouais, c'est un pugilat, quoi. Oui, c'est une petite bagarre. C'est une voilà. bagarre de potes, quoi. Et on comprend qu'il y a de la rancœur. C'est pas trop expliqué. On a l'impression que Brian, il l'a balancé. Oui. Moi, ou qu'il l'a pas aidé au moment où il se fait arrêter, mais j'ai l'impression que que c'est de la faute de Brian s'il a purgé ces 3 ans. C'est ça. Mais Et bon, ça, de toute c'est- façon, il lui propose un deal qu'il peut pas refuser parce que de toute façon, regarde, il vit dans une caravane à côté du rallye parce qu'il peut pas s'éloigner plus de 100 mètres. On lui Ouais. propose de retirer son casier et de redémarrer une nouvelle vie, quoi. Donc, comment tu veux dire non à ça? C'est ça. Et de retirer son putain de bracelet, quoi. Bah, c'est ça. Donc, malgré la rancœur, forcément, il accepte. Le duo va vite se mettre en place. Et puis voilà. On les voit tout de suite arriver à Miami. C'est assez rapide à ce moment-là, je trouve. Ouais, c'est hyper rapide. Ils sont vite embarqués dans le débrief des flics. C'est ça. T'as Eva Mendes qui sort d'un camion en mode tadada, c'est moi Ouais. l'infiltré. Comme si on n'avait pas compris. Comme tu si on sais. n'avait pas compris, ouais. Et ils arrivent dans un immense hangar avec un jet privé et il y a 2 bagnoles qui sont sous des draps. Oui. Qui va être leurs 2 bagnoles de couverture un peu. Et c'est pareil, 2 bagnoles japonaises ultra stylées. C'est des Subaru. Ouais, c'est des belles bagnoles. Hein. Ouais, j'en ai profité. Mathieu m'a dit dans le premier Fast and Furious, je disais n'importe sur les bagnoles. Là, j'ai vérifié quand même. D'accord. Ces 2 belles Subaru, elles sont très stylées aussi, je trouve. Ouais, elles sont très stylées et Roman prend tout de suite la décapotable. Bon, la décapotable, c'est pas pour toi. Rapport à ton brushing. De toute façon, elle a trop de chrome, je préfère l'autre. Putain! À qui vous les avez taxés, ces gens? Elles déchirent! Je monte avec le cow-boy. Pourquoi c'est lui qui a droit? Rapport à mon brushing? Mauvais choix pour Roman. Ouais. Et puis, en fait, on est vite dans la voiture avec Brian et Monica et ça pue la drague. Ouais, alors. Oh là là. Là, c'est fou parce que tu vois, c'est une des rares scènes dont je me souvenais de Fast and Furious 2. C'est la scène du regard. Et j'en avais un souvenir que c'était trop stylé. Et en fait, elle dure 30 secondes et elle est un peu toute pétée en vrai. Oui. Et en vrai, Mais en fait, il regarde Monica pendant qu'il accélère comme un gros bourrin sans regarder la route. Et quand il s'arrête, ça dure 30 secondes. Quand il s'arrête au feu rouge. Il t'a fait le coup du regard, c'est ça? C'est moi qui lui ai appris. Donc. C'est juste ça qui est drôle à la limite. Et même ça, je trouve, dans la façon dont c'est monté, le timing comique et tout, ça tombe à plat. Ça arrive trop vite. Je sais pas, c'est pas bien géré. De manière générale, je trouve que le réal, il s'en sort pas pour les phrases de beauf et les punchlines. Oui, non. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a moins. Il sait pas comment les caser dans le Il sait pas comment les caser du tout, en fait. Et c'est comme là, on va arriver très vite. Donc, il lâche Eva Mendes sur la route pour pas qu'elle se fasse repérer et qu'elle est avec eux. Alors, tu dis ça et même pas, ils arrivent devant chez le mafieux. Ouais, quasiment devant lui. Et en fait, ils arrivent devant des mecs, des loupards, hein, ceux des loupards, avec des grosses cylindrées américaines. C'est les mafieux de caricature, quoi. Et d'ailleurs, je dirais même pas c'est des mafieux, on dirait comment ça s'appelle, des mecs qui ont des motards, quoi, des gangs de motards, mais ils ont pris des bagnoles cette fois-là. Et en fait, ils leur font une remarque en disant, quand ils voient les bagnoles Brian et en fait, Brian et Roman arriver, ils font regarde. Eh, vous les avez gagnés sur une boîte de cornflakes, vos caisses? T'es un vrai comique, Fonzie. Quelle tâche. Quoi? Il y a un problème dans les répliques, ça va pas du tout. C'est pas. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de vanne en fait. Et qu'il y a pas mais de les vannes sont nulles en fait, elles tombent à l'eau, quoi. Ouais, c'est pas son truc au réel, je pense. C'est pas son truc au réel ou au scénario, je sais pas trop. C'est mal écrit, mal filmé, mal interprété. J'ai l'impression que c'est des vannes de vieux. Qui se souvient qui est Fonzie? Pas moi en tout cas. Ouais, pourtant, on n'est pas tout jeune. Mais... Enfin, moi, je vois pas qui c'est, tu vois, je t'avoue. Tape Fonzie sur internet. Bon, du coup, hein, après, c'est super dialogue.
Ouais, ils arrivent chez le mafieux. Après, c'est ça. En fait, ils sont tous là pour auditionner le mafieux pour le rôle justement de chauffeur spécial d'une mission. Ouais, du coup, il y a un mec qui leur demande de s'aligner, un des sbires de Vérone, quoi. Ils n'auront pas de prénom aussi, c'est les sbires de Breaking Bad. C'est deux sbires mexicains tu sais, El Pollo Hermanos, tu sais. Ouais, mais eux, au moins, ils ont des vrais rôles, et même s'ils parlent pas, ils sont incroyables, quoi, dans Breaking Bad. Alors que eux, par sortir un gun à un moment donné, ils savent pas. Mais ça fait vraiment ça, ce genre de perso. On dirait Mike, mais le Mike du pauvre. C'est un peu ça, ouais. Donc le grand méchant réplique, il dit que sa Ferrari a été saisie et qu'il a une enveloppe dans la boîte à gants. Ouais. Il faut qu'il la récupère. Le premier à rapporter l'enveloppe, et ben il gagne le contrat un peu. C'est un défi assez cool. C'est une bonne audition, je trouve. C'est un truc où je me suis dit, ok, pourquoi pas. Allez. Ouais, mais du coup c'est parti pour la course-poursuite. Bon, malheureusement, c'est pas la plus intéressante du film. Non, elle est un peu nulle. Les mecs avec leur grosse cylindrée américaine. En fait, c'est une course-poursuite entre Roman et Brian. Oui. Et les mecs avec leur grosse cylindrée américaine, bon, ils sont là derrière. Ils roulent. C'est tout ce qu'ils font. Donc, ils les rattrapent jamais, on s'en fout, il n'y a pas d'enjeu, que dalle. Tu sais que les deux vont arriver à la Ferrari. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont arriver tous les deux à la Ferrari et ils vont sortir l'enveloppe. Il y a deux scènes qui sont cool. Il y a deux plans dans cette scène qui sont cool. Le premier, c'est un des motards là, mec en muscle car, qui passe entre deux camions. Oui. Il se tape sur les pneus. Et en fait, écrasé par le camion. C'est ça, il passe en dessous du camion. Et il y a cette image qui est superbe, que je trouve quand même, parce on filme de manière latérale. La voiture, en fait, elle est vraiment. C'est difficile parce que c'est pas très audiophile ce que je vais raconter. Mais la voiture, en fait, elle est de biais. Et t'as les pneus géants du camion américain qui sont pile en face du gars et on les voit arriver et l'écraser, quoi. Ouais. Ce plan-là, il est trop bien, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. Ce plan-là, il est cool. Et il y a une cascade qui est sympa où Brian, il fait une marche arrière. Et alors ça, j'ai pas compris. Mais c'est un peu de la merde. C'est de la frime. Oui, c'est que de la frime. Mais pourquoi pas? Allez, c'est sympa. Ouais, et d'ailleurs, il y a la fameuse réplique de Roman où il fait il est attaqué ce fromage blanc. Oui, mais c'est pour ça que c'est le yaourt, tu vois. Oui, je me suis rendu compte que t'as dit yaourt pour ça. Donc les autres sont à la ramasse, mais du coup, comme on le disait, comme on l'a dit plutôt, ils arrivent à la fourrière. Bon, au début, ils tombent sur une fourrière de bateaux. Il n'y a que des bateaux. On a mis au bout d'un moment, ils arrivent et il y a une Ferrari toute seule au milieu de nulle part. Ouais, elle est là, elle attend. Elle est là, elle attend. On dirait un truc de Zelda. Tu sais, il y aurait la musique de... Ouais, c'est un peu ça. Et Roman, il pète... Ah oui, il y a un truc, moi ça m'a fait J'adore, rire. elle est bien cette scène. Ouais, elle est trop drôle parce que Roman, qui est le gros bourrin du moment, il arrive, il pète la vitre pour ouvrir la porte, mais en fait, tu te rends compte que la porte n'était pas fermée à clé. Donc, surtout qu'en plus, il enlève sa chemise, il met autour de se met son torse-poil. Ouais. Il y a ma copine qui a regardé le film avec moi, elle fait mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? T'as Brian qui le regarde quand il ouvre la porte, il dit Tadam! Tu peux remettre ton chemisier, chérie. Jaloux. J'ai bien aimé cette réplique. Ouais. Et donc, il récupère l'enveloppe, sauf que twist, les flics arrivent parce qu'en fait, les bagnoles, elles sont pucées. Oui, les bagnoles qu'ils ont, Brian et Roman, ont des puces GPS. Et donc, forcément, les flics ont pu se barrer tout de suite. Un peu plus tard, ils veulent les faire retirer. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera J'ai rien compris après. Truc, mais on verra tout à l'heure. Donc les autres arrivent, ils veulent l'enveloppe aussi, et avant les flics, faut pas oublier que les autres arrivent ils prennent les flingues pour les buter. Oui. Et quand les flics sont là, Roman il sort un flingue et il tire sur les flics. Oui. Et là, il s'y attendait pas le flic. Non. Surprise. Moi non plus, je m'y attendais pas. Oui, moi non plus. Ouais. Et donc il récupère l'enveloppe. Vu que les flics sont là, tous les autres loupards, ils se cassent comme des lâches. Ouais, c'est ça. Et puis ils rapportent l'enveloppe à Vérone. Mais c'est Monica qui les accueille. Et quand elle marche, ils sont tous les deux derrière. Et t'as Brian qui n'est pas du tout discret pour mater son boule. Oui. Tu l'as maté. Je l'ai pas maté. Je sais ce que j'ai vu, tu l'as maté. Ok, je l'ai maté, la ferme. Toi, tu la fermes. Quand je veux, je la ferme. Vous avez bientôt fini de vous chamailler. Vous êtes heureux. Genre. Ça va les caractériser un peu parce qu'en fait, Brian va être un peu le gars qui, à cause de son faible pour les meufs, se met tout le temps dans des situations de merde. On l'a déjà vu dans le premier avec la sœur de Toretto. Donc oui. Et l'autre caractère la caractérisation de Tyrese, elle est très cool. C'est le gars en fait qui a la dalle parce qu'il sort de prison, donc il est tout le temps en train de bouffer. Et il le dit, en fait, il y a la dalle de manière générale, et il est trop ambitieux. D'ailleurs, ils sont avec le mafieux, il leur dit bravo, il leur propose 100 000 balles pour la mission. Si vous passez, c'est moi qui vous attendrai avec vos 100 000 $.
T'es pas au courant, c'est 100 000 par personne. Je t'explique. Y a qu'à voir. T'es pas du genre à voir les poches vides. Hé, tu ne me touches pas. On n'a rien dans nos poches, nous. Et comme je t'ai dit, on a l'écrou. Il dit non, c'est 100 000 balles par personne. Ouais. Et c'est tellement un dalleux qu'il a même volé le coupe-cigare parce que, spoiler, Oui. en fait, dans l'enveloppe, il n'y avait pas du pognon, mais en fait, juste un cigare. Et un coupe-cigare. Et un coupe-cigare. Et en gros, le mafieux leur dit, la casse m'appartient, c'était juste un test, en gros, quoi. Ouais. Et c'est une bonne idée. La fourrière lui appartient, Oui, c'est ça qu'il a dit. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sens qu'en fait le mec a arrosé de pognon tout le monde à Miami et que tout le monde est à ses pieds, quoi. Oui, Tout le monde est corrompu par lui. c'est un peu le Scarface du pauvre, quand même, ce perso. Ouais. C'est vrai. Oh oui, putain, j'avais pas pensé à ça. Mais Bah c'est oui. vrai qu'il y a Bah, c'est Miami. la tête de Scarface. Ouais, exactement. Ils ont tous le même style. Avec et tout, le col en V, toujours à moitié torse-poil. Oui, c'est vrai. avec des goûts de merde, parce que même sa maison, c'est vraiment le kitsch américain par excellence. Et tout est de mauvais goût. Oui. Et puis, quand Véron il est plus là, il y a Roman qui fait une petite remarque à Eva Mendes. On doit être bien dans une belle baraque comme ça. Dans le plumard de l'ennemi. Ouais, tu sens que. Il lui fait pas pas trop confiance, Il lui ouais. fait pas confiance du tout. Ouais. D'ailleurs, à un moment dans le film, il dit même aux autres flics qu'il faut se méfier d'elle. Bah, ça va être juste après, justement, parce que Ouais, c'est vrai, après c'est ça. avoir accepté la mission, ils se retrouvent pour expliquer ce qu'ils ont fait. Mais avant ça, on a une petite scène quand même entre les deux. Parce que déjà, attends, avant de partir de chez le mafieux, Roman il se fait un peu humilier parce que le mafieux sait qu'il a volé son coupe-cigare, donc il lui reprend. Et il se fait engueuler un peu du coup par Brian. Il lui dit il faut toujours que tu fasses des conneries et que t'en veuilles trop. Ouais, et moi j'aime bien, il a cette réplique Roman où il dit, où il imite, comment il s'appelle, Véron, en disant et toi, rends mon coupe-cigare, et il lui fait salaud de riche. Ouais. Et donc on va avoir ensuite l'autre scène un peu Fast and Furious du truc, parce qu'en fait Tej est un peu l'âme de Fast and Furious dans ce film. Et quand t'as une ambiance Fast and Furious, c'est quand on va revoir Tej. Et du coup, ils vont voir Tej, il y a une course de jet ski, donc prétexte à montrer des bikinis et des petites meufs à poil. Ouais, et il demande à un mec, parce qu'il y a un garage à côté, Oui. et il demande à un mec de vérifier les bagnoles, et il a cette réplique, Roman, qui dit putain, je mets même plus de caleçon tellement il fait lourd. Ouais. Je voyais pas pourquoi il disait ça, mais pourquoi Et pas. donc, on monte des meufs en bikini. Ils expliquent que Roman, il va crécher dans une des caravanes un peu de Tej, justement. Ouais. Et puis, ils remarquent qu'ils se font suivre en fait par les deux mafieux. Ouais. Donc, pour plus se faire suivre par ces deux mafieux, t'as Roman qui va leur mettre de l'essence sur le pare-brise et allumer le pare-brise. C'est un truc assez cool pour le coup. Oui, c'est une bonne idée, et ils se retrouvent comme des cons à essayer d'éteindre le feu. Puis il a un bon charisme, je trouve, quand même, Roman, à ce moment-là. Il y a un truc qui fonctionne dans son perso. Tu vois, encore une fois, qu'il y a beaucoup d'impro là-dedans. Juste avant, ils sont en partie revoir le mec qui devait vérifier les bagnoles, et il leur dit que il y a des puces GPS partout dans les bagnoles, et qu'elles sont, alors j'ai pas compris la manière dont ils ont expliqué ça, qu'elles sont toutes entremêlées les unes les autres dans les cartes mères, les machins, les pneus, les bordels. Ouais. Tu fais what the fuck, c'est vraiment l'électronique pour les nuls. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Comme dans le premier, tu sais. Hein. Oui, comme dans le premier, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le personnage de Jesse qu'il n'y a pas dans ce film. C'est le mec là, le mécano technophile. Ouais, ils sont bourrés d'électronique, mon gars. Avec les VF ultra, ultra chargés, ultra. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ces films aussi, c'est qu'il y a beaucoup de persos. Ils forcent dans la VF, j'adore ça. Oui, non, mais ils forcent vraiment très très fort dans la VF. Hein. Bon, du coup, après cette partie-là, ils ont semé les mecs de Carter. Ils arrivent au débrief chez les flics, et ça a fait fortement penser à la scène du 1. Oui, c'est de toute façon. C'est exactement le même scénario en vrai. Hein. C'est encore une fois Point Break avec des bagnoles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et celui-là encore plus, parce que tu vois, dans le premier, il y avait le côté immersion dans la culture du tuning, mais là, on le retrouve même pas un peu, tu vois. Donc, c'est vraiment juste un Point Break avec des bagnoles, et pour le coup, je trouve que c'est un peu mieux fait que dans le 1, cette partie-là. Oui, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et du coup, il y a tout ce dialogue avec les flics. Un des flics, donc
un des flics est pas content contre Roman. Ouais, c'est il le lui a gars tiré dessus. US Customs, c'est les gars des frontières, enfin tu sais de. Ouais, c'est la police. Non, c'est pas la police des frontières. C'est US Customs. C'est pas les douanes. C'est la douane. C'est la douane, c'est ça. Mais du coup, il est pas content qu'il s'est fait tirer dessus, donc il l'engueule, il veut le buter. Il en a ras le cul. Comme d'hab, quoi. Ouais. Et puis très vite, il en arrive à Brian et il dit avec le mec que t'as laissé partir, machin, tout ça. Donc petite référence à Toretto. Ouais, du coup, comment dire, Roman comprend que Brian est plus flic et qu'il a laissé quelqu'un s'échapper. Donc il commence à modifier un peu la rancœur qu'il avait envers lui. Oui. C'est un peu rapide quand même, mais bon, c'est pas. Ouais, mais là, tu sens que Roman, il se dit en fait, c'était pas un flic comme tous les autres, quoi. Ouais. Quand même. Et du coup, il lui pose la question. T'as laissé partir un suspect? Je veux pas en parler, oublie. Quoi? J'oublie rien du tout. Tu vas me la raconter, celle-là. Lâche-moi les pneus, je te dis. Pourquoi? C'est un film de bagnole, donc toutes les répliques doivent être centrées sur la bagnole. En parlant de bagnole, justement, on va enchaîner. Vu que les bagnoles qu'ils ont, elles sont remplies d'électronique, ils veulent en gagner 2 autres. Oui. Alors là, il y a un truc qu'il faut. Je pense que c'est un peu. En plus, je pense que c'est la partie un peu osef du film. Bah, moi, j'ai marqué que c'était le ventre mou du film. Ouais, bah c'est ça. On est en plein dedans. Un peu comme dans le 1. Ouais, le milieu. Juste après le débrief des flics. C'est ça. T'es dans le ventre mou. Et du coup, alors déjà, les 2 loupards là, c'est un peu des débiles parce que d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué. Oui, parce qu'il retrouve les 2 loupards, 2 des loupards qui ont perdu la course. Donc pourquoi ils viendraient faire une course pour gagner 2 bagnoles alors qu'ils ont déjà perdu? Enfin, moi, je viens pas à la. Bah, puis surtout, ils étaient prêts à les buter, quoi. Ils avaient sorti les flingues au début. Ouais, quoi. c'est ça. Donc, et est-ce que t'as remarqué qu'il y en a un? C'est le sosie de SCH. Avec ses lunettes là? Ouais. Oui. Il a des cheveux longs, les lunettes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, SCH? Ouais, il était pas né à cette époque-là. Peut-être qu'il s'est inspiré de ce type pour avoir la DA parce que vraiment. Il était jeune SCH à cette époque-là. Donc ça peut pas être lui, ça c'est sûr. Non, mais et l'autre, par contre, l'autre loupard, j'ai déjà vu cet acteur quelque part, mais je sais plus où. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment des acteurs dans ce film, honnêtement? Oui, non, enfin, voilà. C'est tellement ils font rien du tout, ils font du cliché de base. Enfin bon. Bref. Et du coup, là, on va avoir. Donc on se retrouve avec les 2 loupards là pour faire une course. C'est une course relais pour gagner. Pour gagner les 2 muscle cars, et c'est un peu les Japonais tunés contre les muscle cars pur sang, tu vois. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils parlent de pur sang. Et il y a la réplique je crois que c'est Tej qui dit les perdants donnent les clés de leur voiture aux gagnants, sinon ils n'auront plus de dents devant pour manger leur steak. Bonne ambiance. Ça donne envie. Et la course, en vrai, que dire dessus? C'est une course relais où SCH, en fait, il va envoyer un panneau sur la gueule de Roman, donc il va perdre de l'avance. En fait, c'est une course relais où t'as un baril, ils font le tour du baril, ils reviennent, et puis l'autre, il démarre. Et ils refont le tour du baril et ils reviennent. Et le premier à passer la ligne d'arrivée a gagné, quoi. Et donc, Brian, vu qu'il est en retard sur le relais, quand il va vers l'avant, le Fonzie, il vient en face de lui. Oui. Et du coup, ils font un concours. Oui, ils font un concours de face à face parce que l'autre a déjà fait le tour du baril. Ouais. Et lui, il est vraiment à la ramasse, Brian. Donc il fait un concours de beat en mode j'y viens en face à face, et l'autre part dans les fourrés. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Après, c'est une bonne technique. Hein, il a eu raison. Non, bien sûr. Mais la course en vrai en elle-même, elle doit durer quoi, 4 minutes. Mais on se fait chier, quoi. Et du coup, je trouve qu'elle était longue. Ouais. Putain, elle est longue cette course. Il y a un virage, donc c'est un peu long, quoi. Ouais, pour ce que ça fait, c'était super long. Et donc forcément, Brian, vu qu'il fait son coup de ça, il met un coup de noce et puis il a gagné. De toute façon, ça se termine souvent comme ça dans Fast and Furious. Un coup de noce et c'est fini. C'est un peu le noce ex machina du film. C'est un peu ça, ouais. C'est voilà, c'est la course la moins intéressante du film. Et il y a un plan qui est superbe. superbe. La musique est dégueu aussi, j'avais dit. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça, mais oui, la musique est dégueu. Et Suki et Tej reprennent les 2 bagnoles des gars, et on a un plan, avec contre-plongée. Les 2 mecs qui sont sur la route en mode on a perdu. Et c'est le plan brocouille du film. C'est vraiment, je me suis dit, c'est filmé en contre-plongée en mode et ils repartiront brocouille. Et en vrai, franchement, tu fais une photo du plan en contre-plongée. Tu mets un logo SCH, nouvelle chanson. Il y a un truc. Ah, il y a sûrement un truc. Hein. SCH devrait s'inspirer de ce que tu dis. Écoute, Autobahn. Et donc, du coup, on passe sur la boîte de nuit, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tout à l'heure, Véron leur a dit venez faire un tour à la boîte de nuit ce soir. Okay. Et c'est la scène Scarface du film. Oui, c'est ça. C'est étonnant. En fait, je me souvenais de cette scène. Ah oui, c'est une des scènes que je me souvenais le plus, et je me souvenais plus que c'était dans ce film. Pour moi, ça n'a tellement rien à voir avec Fast and Furious que pour moi, c'était dans un autre film. Moi aussi. On est d'accord. Ouais. J'en parlais hier avec mon pote César qui va sûrement écouter l'émission, donc big up à toi. Mais c'est vrai que tout le monde, c'est une scène qui a marqué tout le monde.
mais elle a aucun sens dans la saga Fast and Furious, je trouve. C'est trop violent pour être lié à Fast and Furious. Oui, non, mais carrément. Alors, du coup, avant, on est dans comment ça s'appelle, dans la boîte de nuit. Ils sont accueillis par Monica. Du coup, Brian profite, ça flirtouille. Quand ils arrivent dans la boîte, tu vois qu'il n'y a pas de musique dans la boîte parce qu'en fait, dans ces scènes-là, on filme sans musique pour entendre les discours des gens et on rajoute la musique en post-prod. Et t'as un couple à droite de l'image qui danse. Mais alors, ils dansent tellement mal. Et moi, j'ai eu un fou rire. Faut trop qu'on se fasse un truc comme ça où on regarde des scènes de vieux films et où on regarde les figurants ce qu'ils font. Et tu vois le figurant, comment il danse déjà, c'est très daté, c'est très drôle. Et tu les vois. Moi, j'ai eu rigolé. J'ai fait pause, j'ai rigolé. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est kitsch. La boîte, elle fait tellement kitsch. Le décor de la boîte, il est vraiment pas ouf. Non, il est pas ouf du tout. Ça fait kitsch Miami mal éclairé, pauvre. C'est vraiment pas ouf du tout. Et puis tout le monde dit Véron il est pas encore là. Puis en plus tu vois c'est beaucoup trop éclairé pour être une boîte de nuit. Plus, oui. Dans les boîtes de nuit t'as une ambiance toujours un peu tamisée. Mais tu sens que les gens il y a pas d'ambiance quoi, ils sont tous là en mode... Et donc oui Tej, le mafieux est pas encore là. Véron. Oui merci. Véron n'est pas encore là, alors ce qui est faux, on verra après. Mais du coup Brian en profite, ça flirtouille. Roman il se balade un peu partout et là d'un coup ils se rendent compte que Véron est là. D'ailleurs, il y a une tension sexuelle entre Brian et Monica, mais elle est instaurée tellement rapidement. Ça fait 2 fois qu'ils se voient, 3 fois. À tout casser, ils se sont échangés quoi 4 phrases. Ouais. Ça va vite, quoi. Ça va assez vite et Véron, il les voit tout de suite. Ouais, et puis il fallait installer du coup un peu cette tension entre Véron et Brian pour faire un peu, tu sais, la scène du mafieux jaloux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, on s'en bat un peu les couilles de ça. D'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, quand ils arrivent vers Roman, putain, les dialogues, ils sont osef, putain. Ouais, mais c'est là où je me suis dit, il sait vraiment pas écrire de dialogue parce que du coup, le mafieux regarde Brian, il dit, elle est belle, hein. On dirait tu l'aimes bien, hein. Tu veux la baiser. C'est un peu on ça. Dirait tu sais, dans Shaitan avec. Je sais pas si tu l'as vu, Shaitan. Non, j'ai jamais vu Shaitan. Comment il s'appelle Vincent Cassel. Vincent Cassel, merci. Et justement, il y a cette phrase qui dit tout le temps, tu veux la baiser. J'ai cru qu'elle allait sortir comme ça. Mon Dieu, ce que c'est mal joué. Et Brian, c'est mal joué. Il y a un concours de regard et il dit, elle est magnifique. C'est mal joué, c'est mal écrit, c'est un dialogue osef, on s'en bat les couilles. Et du coup, on passe très vite à un moment un peu plus sombre, du coup. Ouais, parce que du coup, on voit en fait le flic. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué. Moi, le flic, je sais qui c'est. Il joue tout le temps les flics ripoux. C'est pas vrai. Non, mais le seul autre film que je l'ai vu, c'est dans Batman, Dark Knight. Ah oui, il joue un flic ripou dans Dark Knight, justement. Oui, mais alors lui, c'est Mark Boone Jr. et en fait, il est vachement connu pour son rôle de Bobby Elvis Manson dans Sons of Anarchy. Ah ok, j'ai jamais vu la série. Et moi, c'est comme ça que j'ai regardé. Bah alors, si t'as jamais vu une série, s'il y avait vraiment une série à voir, c'est Sons of Anarchy. C'est vraiment trop bien. Enfin, moi, c'est trop long, bordel. Ah, il y a 7 saisons, mais putain, la tripotée d'acteurs entre Ron Perlman, Katie Sagal, Charlie Hunnam. Il y a Kim Coates, il y a Tommy Flanagan. Enfin, vraiment, les acteurs sont tous dingues. L'histoire des Sons, elle est incroyable. Moi, c'est une des séries que j'ai vraiment envie de recommencer, tu vois. Et du coup, il joue un motard dedans ? Il joue un motard, ouais. Bah, il est dans le gang de Charlie Hunnam, en fait, dans les Sons. Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai tout de suite reconnu le mec de The Dark Knight. Il joue un flic ripou aussi qui est avec comment il s'appelle le mafieux Gordon. Non. Falcon. Falcon, merci. Et donc, ouais, là, il se fait draguer par une meuf. Oui. Et en fait, on comprend que c'est un piège pour l'amener dans une autre pièce avec le mafieux. Et là, on a la scène choc du film où le principe est horrible. En fait, ils sont un rat dans un seau de champagne. Ouais. Et en fait, ils collent le rat sur le bide du gars. Pour info, le seau de champagne, c'est un seau en métal. Oui. Voilà. Et du coup, il colle le rat sur. Enfin, il met le rat dans le seau. En fait, il lui enlève sa chemise. Ils mettent le rat sur son ventre et ils mettent le seau au-dessus du rat pour pas qu'il s'échappe. Et après, ils font chauffer le seau. Et en fait, ils disent que le rat, plus il va avoir chaud et plus il va se mettre à creuser. Ouais, bah d'ailleurs, la réplique, elle est assez cool à ce moment-là. C'est vraiment un truc à mettre. L'ambiance, elle change et tout. On dirait un truc de méchant de Batman. Une fois que le métal sera suffisamment chaud, le rat va vouloir sortir. Et il n'aura qu'une solution. Creuser. Tiens-le. Oui, bah ouais. Ça pourrait être un move de Joker. C'est clairement un move de méchant de Batman, ouais, pour le coup. Et ouais, c'est étonnant. En fait, d'un coup, on change d'ambiance. Et c'est. Enfin, dans Fast and Furious, c'est pas un peu. Enfin, tu vois, c'est normal que je me souvenais pas de cette DA de Fast and Furious, quoi. Bah, moi non plus. Pour moi, c'était un autre film.
Et je me suis dit, putain, en fait, quand j'ai regardé le film, putain, c'est là que je l'ai vu, ce truc-là avec le rat. Bah, exactement la même. Plus du tout, en fait. Franchement. Donc, à ce moment-là, il demande à Monica de tenir la tête du gars, justement. Ouais, elle met un foulard dans la bouche du mec. Oui. Et t'as Roman qui a cette remarque en mode, dis donc, pour une infiltrée, elle y met du cœur quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, après, le flic, parce que il lui demande de laisser une quinzaine de minutes pour qu'ils fassent leur truc. Ouais. Et comme lui, il leur dit non, je peux pas, machin, c'est pas faisable. Et une fois que le rat a commencé à le mordre, il a fait bon, ok. Bon, Ouais. je vais vous laisser 15 minutes pour faire votre truc. C'est ce qu'il demande en fait, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. pour la mission qu'il va y Pour la avoir mission, avec ouais. Brian et comment ça s'appelle, et Roman. Mm. Donc bon, voilà. Et il leur dit rendez-vous dans 2 jours à 6h du mat pour la mission. Voilà. On sait, le truc est donné, on sait. C'est ça. On sent que dans tous les cas, ça pue un peu quand même comme job. Oui, ça pue un peu la merde. Mais Brian, il le sent très vite, ça. Hein. Bah, justement, la scène juste après, bah, c'est la trahison annoncée. Oui. Parce que du coup, Brian va se coucher dans son. Juste avant, quand on est dans la boîte de nuit, il y a Véron qui coince Monica et qui lui dit la prochaine fois que tu touches à un mec, je te tue. Ouais, bonne ambiance. Donc, quoi. ouais. Un compagnon dont rêvent toutes les belles mamans. Toutes les femmes, ouais. Du coup, ouais, on se retrouve dans la barque, dans la péniche de Brian. Péniche, baraque, il vit comme un clochard, Brian. Moi, il s'en fout, hein. Lui, il vit dans sa bagnole la plupart du temps. C'est vraiment ça. Bah, dans le premier, c'était un peu ça aussi. Je pense qu'il est un peu mécanophile. Je pense aussi. Hein. Il adore sa Nissan Skyline. Mais bon, pas le temps de niaiser, il entend des bruits chez lui. Suspense, c'est Monica qui arrive. Ouais, suspense ou pas. Hein. Ouais, on s'en doutait un peu. Elle le prévient que elle les a entendus, les mafieux, ils ont prévu de buter Brian et Roman une fois qu'ils auront terminé la mission. Comme si c'était étonnant, parce que moi, ça m'étonne pas beaucoup, hein, honnêtement. Moi non plus. Et puis, très vite, on a les mecs de Véron qui se pointent. Bah oui, forcément, ils sont en train de filer Monica. Bah oui. Et donc, ils se pointent sur la barque. Et il y a Roman aussi qui est là. Et il les garde un peu en dehors pendant que Monica essaye de se planquer. Bah, d'ailleurs, c'est pas à ce moment-là qu'il lui fait un bisou aussi à Brian. Non. C'est pas. Il me semblait que c'était à ce moment-là. Ah, peut-être. Si, il lui fait un bisou, genre sorti de nulle part. Tu fais pas pourquoi. Ouais, j'étais en mode. Bon, ça me osef pour moi. Et il y a une réplique de Roman que j'aime bien où il dit. Vous êtes payé cher pour toujours faire la gueule? Parce que moi, je serais bien payé, j'irais me faire enlever cette verrue que t'as sur ton nez là. Ouais, c'est ça pareil, tu sens que c'est de l'impro. Ouais, c'est de l'impro. Et là, les mecs sortent leur gun, là. Là, c'est parti, tu vois, tu les as chauffés. Bah là, ils sont chauds. Ouais, d'ailleurs, elle arrive à se cacher, Monica, dans la péniche, là. On sait pas trop comment. Ouais, alors elle se cache dans une. Bah si, elle se cache dans une. Il y a une espèce de petite pièce, on dirait les chiottes ou je sais pas quoi. Je sais pas, ouais. Et elle se cache dans une pièce de la péniche. T'as Brian qui sort, donc les deux mecs leur disent bah vous restez là, et il y en a un qui va commencer à regarder. Et après en haut il y a une trappe. Donc elle passe par la trappe en haut. On devrait la voir sur le plafond, enfin sur le toit. Bah après, ouais. Bah je sais pas, le toit il a pas l'air transparent. Bon, c'est un peu gros quand même. Hein. Elle passe au-dessus sur une trappe, puis après elle passe vite fait du bateau jusqu'à l'eau et elle se remet à nager, elle se barre. Et eux ils la trouvent pas. Mais du coup il y a vite Véron qui se pointe aussi, donc parce qu'il était pas très loin le monsieur. Mais du coup il est toujours dans le coin, Véron. Les deux autres sont un peu débiles, ils cherchent comme des cons. Ouais, puis il leur dit, c'est vraiment, on s'en fout de cette scène. Puis il leur dit vous avez intérêt à bien vous entendre parce que demain ils vont vous accompagner lors de la mission. Voilà. Ouais, et puis on repasse chez Véron qui vient faire un petit interrogatoire à Monica en lui demandant qu'est-ce que t'as fait ce matin. Elle lui dit je suis allé voir des copines. Ouais, elle dit moi aussi j'ai des amis. C'est un peu ça. Bon. Et on passe directement chez les flics. Le grand chef veut tout arrêter parce que en fait Monica leur a dit ils veulent pas risquer la vie de Brian et de Roman. Sauf que la police des frontières s'en bat les couilles. Ah ouais, les douanes ils en ont rien à foutre. Lui il dit non, on continue la mission, ils se démerdent. Ouais, mais Roman est chaud du coup et il est encore plus chaud pour piéger les flics et l'autre là, et Véron. Donc Roman il a un truc derrière la tête. Ouais, et puis on va avoir maintenant un montage alterné. Ah ouais, mais là on passe sur une séance de tuning, une nouvelle voiture pour préparer le plan quoi. Avec la musique officielle de Street Dancer. Ah ouais, c'est la musique de la bataille finale, le pom 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 it up. D'accord. Et c'est la musique qui aura au générique de fin aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ils la mettent 2 fois. Ouais. Et il fallait bien rentabiliser les droits qu'ils ont payés sur la chanson. Et c'est le moment où Brian et Roman vont se réconcilier. Ouais, c'est un beau plan fond vert quand même. C'est un fond vert, tu penses? Je suis pas sûr. Il y a un découpage un peu chelou, je trouve. C'est pas un fond vert parce que
C'est une autoroute qui est à Key West. C'est en dessous de Miami. Et il paraît que c'est une très belle route. VD Boss, il a fait cette route, il m'a dit que c'était incroyable. Ok. Donc, et on les voit tous les deux. Et d'ailleurs, c'est l'endroit dans lequel, à la fin, Roman rejoint l'autre gars pour donner le pognon. Ah oui, ok. On revoit l'endroit d'un autre point de vue. Donc je pense pas que ce soit un fond vert pour le coup. Ok. La lumière est belle et tout, mais ça fait étonnant. En fait, un peu. Je pense que c'est la lentille qu'il utilise qui écrase un peu les perspectives, qui fait un peu bizarre, mais non, je pense que c'est un vrai décor. D'accord. Et ça fait très d'ailleurs remember de la scène avant l'acte final de Toretto et Brian, tu sais, quand ils vont manger un sandwich. Là, oui. C'est vraiment cette scène-là, pareil. Oui, et d'ailleurs, il reparle de Toretto à ce moment-là, c'est ça. Bref, en disant, le mec que j'ai laissé filer, tout ça. C'est la scène un peu bromance du film, et c'est vrai que pour le coup, par rapport au premier, je trouve que la bromance Vin Diesel, Paul Walker fonctionne mieux. Oui, je trouve aussi. Mais il y a ce côté, en fait, dans le premier, je trouve qu'il y a ce côté flic et voyou qui. Ouais. C'est ça qu'on retrouve pas vraiment là, tu vois. Voilà, c'est deux voyous en fait. Oui. Et du coup, on arrive le lendemain chez Vérone qui se barre avec Monica dans une bagnole. Du coup, l'opération commence. Ouais, on arrive sur l'acte final du film. Hein. Et ça a été rapide quand même, mine de rien. Ouais, bah là, on est à 1h15. J'ai noté une réplique. Bon, t'es prêt à affronter ça ? Si je suis prêt, du sang, du meurtre et des flics corrompus. Je suis en plein dans mon élément. C'est drôle parce qu'on est à 1h15 aussi. Ah, c'est assez drôle. Bien le film. On a bien rattrapé le truc, c'est bien. Ouais. Bon, du coup, comme c'est l'acte final, en fait, Roman et Brian arrivent avec les deux loupards, les deux sbires de Vérone, dans un coin avec des bungalows. Et en fait, ils sortent des masses du coffre, ils vont péter des murs de bungalows, et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? De la thune. Oui, moi je m'attendais à des kilos de drogue, moi. Ouais, de la coke. Pas de la thune comme ça. Oui, c'est vrai. Bon. On comprend qu'il y a t'as plusieurs polices, t'as le flic véreux qu'on avait vu, plus la douane, et en fait tout le monde veut les arrêter. La douane doit les arrêter une fois qu'ils sont arrivés à l'aérodrome avec le flic pour que Vérone soit avec le flic, sauf que la police municipale, en gros, enfin pas la police de Miami. Ouais, c'est ça. Eux, ils veulent les arrêter avant pour pas que ça lie Vérone, et donc voilà, il y a ce double jeu aussi entre les flics. Ouais, c'est très mal fait d'ailleurs, parce que j'ai rien compris moi à ce moment-là. Bah ouais, parce que le flic qu'ils ont torturé, il est en mode ah bah non, moi je sonne l'assaut. Il t'a torturé, abruti. Il devait pas faire l'inverse. Bah ouais, il devait pas faire l'inverse, mais du coup ils veulent les arrêter. Et moi j'ai rien compris parce que tout le passage avec ces flics-là, comme t'as rien, tu te retrouves un peu en mode. Pourquoi il fait ça ? On dirait qu'il panique. Il regarde une photo de sa famille, il dit merde, je vais les arrêter. Je sais pas, c'est bizarre. J'en sais rien, mais je comprends rien du tout à ce moment-là. C'est bancal. Donc tous les flics arrivent en 2 secondes. Roman, il utilise une technique assez drôle, c'est il met une pierre sur l'accélérateur et il envoie une voiture en mode voiture bélier, quoi. Merci les automatiques. Ouais, c'est pas la première fois qu'il y aura une voiture bélier d'ailleurs. Oui, non mais oui, c'est vrai. Et la poursuite commence, et c'est une poursuite qui est vraiment une poursuite façon GTA. Ah ouais, alors j'ai marqué, les mecs sont à 4 étoiles dans GTA. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et c'est un peu plus cool que dans les autres Fast and Furious, que dans le premier pour le coup. Parce qu'il y a vraiment une scène sur l'autoroute avec plein de flics et tout, c'est cool. Il y a beaucoup de flics, il y a des hélicos, c'est vraiment 4 étoiles dans GTA. Ils sont pas 5 étoiles, il n'y a pas l'armée. Ouais. Mais quand même, parce qu'on retrouve notre arme électromagnétique, là. Oui, c'est vrai. Du coup, avec les hélicos, ils essayent de retirer leur grappin électromagnétique. Mais du coup, ça touche Brian. Il arrive à dégager le grappin et à le balancer sur une voiture de flic. Il y a cette scène qui fait très référence au premier film où justement... t'as le Mexicain là qui tient le volant, tu sais, pendant que Brian il sort de la bagnole avec son corps et qu'il enlève du coup le harpon sur sa bagnole, qui fait très référence à Toretto, tu sais, dans le premier film quand il est accroché là, enfin c'est pas Toretto mais c'est Vince qui est accroché justement par le bras. Donc ouais, c'est moins bien que la scène du premier film où ils vont voler les camions, je trouve. Oui, je trouve aussi. C'est un peu moins bien pour le coup. Mais la bonne scène arrive après parce que du coup, ils rentrent dans Miami. Là, ça c'est bien filmé, ils zigzaguent dans la ville. Et c'est vu de haut et tout. Il y a un truc qui est plutôt bien fait, je trouve. C'est mieux fait là pour le coup que sur l'autoroute. C'est un peu plus intéressant en plus. Oui, il y a l'autoroute, ça va tout droit. Il y a personne devant eux. C'est ça. Puis là, du coup, t'as le sbire qui suce un peu Brian en lui disant tu conduis bien. C'est bizarre. Ouais, c'est space. Ouais. Et là, ça fait très GTA aussi, mais du coup, tous les flics les suivent. Ils arrivent dans le garage qu'on a vu où ils préparaient le plan secret.
Ils Ouais. rentrent dans 2 portes de garage qui se ferment. On dirait Ouais. tu sais, qu'ils vont changer la peinture dans GTA pour sortir là. C'est ça. Et entre-temps, par contre, les flics ont attaqué le jet privé de Vérone. C'est vrai. Parce qu'en fait, ils étaient prêts à l'assaut et ils attendaient un certain signal. Mais en fait, comme le reste ne se passe pas comme prévu, ils ont fait bon, Ouais, ils on paniquent attaque aussi. le. Ouais. Ouais, ils paniquent et ils attaquent le jet privé de Vérone. Bon, du coup, eux, ils sont rentrés dans leur hangar. Oui. Et là, là, les flics, ils sont tous devant le hangar fermé. Et là, quand ça s'ouvre, c'est les gros pick-up qui leur foncent dessus, qui Ouais. écrasent toutes les bagnoles de flics. Il y a quelques plans stylés où on s'est filmé à l'intérieur des bagnoles de flics et on voit les pick-up vraiment exploser le pare-brise et tout. Ouais. C'est pas mal foutu. Ouais. Puis j'aimerais pas être j'aimerais pas être les flics à ce moment-là. Non, parce que c'est vraiment des voitures buffles là pour le Ah coup. ouais, putain, t'as le bordel, toi. Et là, Et- c'est très cool parce que du coup, t'as une 50aine de bagnoles qui sortent du Ouais, garage. et ça, c'est une des scènes que je me souvenais le plus du film. Bah, tu sais quoi, j'avais oublié. Bah, moi, je l'avais pas oublié. Je Ouais. me souvenais de la scène du dessus où tu vois toutes les bagnoles sortir. Très cool. Et moi, ça me faisait penser à je sais pas, tu sais, un garage de gamins où il y a plein de voitures dedans, t'appuies sur un Ouais, bouton et tout c'est sort vrai. à la Hot Wheels ou un truc comme ça, tu sais. Puis ça fait très, pour le coup, ça fait très Fast and Furious. Oui. Et ça fait justement nouveau Fast and Furious, enfin ceux du 4, 5, 6, où ils font à la fin un grand climax avec un plan un peu à la James Bond de la bagnole, tiré par les cheveux. Là, c'est encore simple, c'est juste un plan de diversion, mais c'est un peu les graines de ce que va devenir Fast and Furious après, où justement à la fin, ils doivent genre voler un coffre et le tirer dans une ville et tout. Ah putain, j'adore celui-là. Et tu vois, et c'est là où je trouve qu'il fait bien le lien entre ce que va devenir la saga et ce Oui. qu'elle était au début. Donc, ouais, en vrai, franchement, je trouve qu'il fonctionne quand même dans la saga. Et c'est une belle continuité, c'est quand même une suite qui a du sens. Oui, elle a du sens complètement. Hein. Mais après, voilà, c'est pas le meilleur. Non, bah c'est sûr. Après, du coup, bah forcément, Tej et Suki ont pris les bagnoles que Brian et Roman avaient, et ça on s'en doutait. Enfin, je suis désolé, mais si t'es surpris par ça, c'est que t'as pas beaucoup de shot, je suis désolé. Mais bon, peu importe, les flics visiblement sont cons parce qu'ils vont suivre ces 2 bagnoles là. Bah oui, ils sont cons, mais en même temps, Ils ont pas trop d'autre choix. Ils ont pas d'autre choix, Ouais. ils ont que le GPS pour suivre. Donc, Et donc bah ils suivent ces bagnoles là pendant que forcément Brian et Roman. Et Roman, ils partent dans les muscle cars avec Ils ont les gagné deux, parce que deux. Ouais. de toute façon on savait qu'ils étaient dans ces voitures là parce que sinon la course du milieu elle sert à rien avec SCH. Oui, non mais oui, elle sert à rien du tout. Donc, mais du coup, ils partent avec ces voitures-là, avec les 2 sbires. Et du coup, ils sont tranquilles sur la route des Keys, en mode balade de santé. C'est le dimanche. Tout se passe bien. Surtout que Suki et Tej ils se font arrêter en 2 secondes. Et c'est là où les flics ils comprennent que merde, ils les ont perdus. Et c'est à ce moment-là que les flics ils attaquent l'aérodrome de Vérone, justement. Non, ils l'attaquent un peu avant, je crois. Non, je pense que c'est à ce moment-là. Je sais pas parce que je l'ai noté avant, c'est pour ça. Pour moi, c'est justement à ce moment-là où Ah ils oui, attaquent. non, ouais, c'est là ils attaquent. En fait, avant, ils étaient prêts à attaquer. Et Ouais. c'est là qu'ils paniquent, en effet. Parce que du coup, tu vois, ils disent, ah bah, on a perdu les gars, quoi. Bah ouais, ils savent pas où ils sont, donc ils disent bon, bah merde, tant pis, on attaque l'aérodrome, quoi. Et sur la route, là, comme c'est une balade de santé, Roman, il en profite, il appuie sur un bouton et il éjecte le sbire. C'est très drôle. J'aime beaucoup ce moment-là. Je savais pas, je me rappelais plus du tout de cette histoire de Pareil. siège éjectable. Par En contre. plus, c'est un C'était siège trop drôle. éjectable à la noce. Oui. En fait, c'est du noce qui fait éjecter le siège, c'est très drôle. Mais par contre, le mec devrait être mort, hein, la manière dont il sort. Bah oui, surtout que Parce il qu'il est se dans relève l'eau. après. Non mais il est dans l'eau, t'es en mode mais d'où il est tombé dans l'eau? Bah, après, le long des Keys, t'as des trucs un peu marrés et tout. Ouais, mais enfin ils sont loin. Pour quand aller même. sur les Enfin, Keys, il- mais. il s'est vraiment envolé. Ah oui, ils sont envolés, mais le mec, pour moi, il doit être mort. Moi. Mais après, voilà quoi. Bon, forcément, Brian Bah, avait éjecté son sbire aussi. Ouais, sauf que, bah, en fait, le mec lui dit qu'on change de direction, ils vont pas À l'aérodrome. Du coup, il dit bon bah je vais rester parce que c'est dangereux pour Monica. Oui, bah forcément. Du coup, bah changement de plan. Et ils devaient se rejoindre justement là où ils avaient parlé avec les ponts sur les Keys. Ouais. Sauf que du coup, Brian explique à Roman que bah ils doivent aller ailleurs. Et du coup, bah lui, il veut pas laisser Monica toute seule, donc il va aller la sauver. Ouais, et du coup, quand ils arrivent donc face à Vérone, c'est pas dans un avion qui se barre, mais en bateau. C'est dans un yacht, ouais. Dans un super yacht. Et en fait, il y a la scène où il comprend que la seule personne à qui il a dit qu'il fallait aller à l'aérodrome, C'est à Monica. Donc c'est elle la taupe. Donc c'est elle la taupe. Du coup, il la force à aller sur le bateau. Il demande de flinguer Brian, mais c'est là que Roman arrive pour le sauver. Il s'est téléporté, Roman, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Après, ils étaient sur la même route, donc ça va encore quand même. Ouais, mais bon, il s'est pas passé. Enfin, t'as l'impression qu'ils étaient quand même vachement Bien sûr. loin. Ouais, donc, il est pas arrivé en 10 secondes, quoi. C'est assez drôle parce que ça fait référence. Au final, le rallye de stock car, c'était un peu le rallye de stock car de Chekhov.
parce que c'est comme ça qu'il va sauver Brian. Et du coup, bah, forcément, on a référence à cette scène où bah, il arrive en mode stock car, et puis il fonce dans les bagnoles, il sauve Brian comme ça. Ouais. Il tabasse le sbire qui restait. Ouais. Et puis, Véron se barre sur le bateau, lui. Et là, on a la cascade la plus anti-gravité du monde et la moins réaliste du monde, parce que Ouais, mais celle que j'aime le plus. Contrairement à tout ce qu'on... Oui. Moi, en fait, c'est le genre de cascade que j'adore dans ce genre de film. Oui, et c'est ça que j'aurais voulu voir plus dans le film. C'est un peu con, mais c'est ce qu'on veut. Ouais, mais c'est ce qu'on verra plus dans les prochains Fast and Furious. Ouais, mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est la cascade est cool, mais en fait, du coup, bah, ils prennent un tremplin, ils rejoignent le yacht. Un tremplin, c'est une butte de terre, leur truc. Ouais, c'est ça. Donc, ils prennent la muscle car et ils foncent comme des bourrins en même temps que le yacht et ils prennent cette butte de terre pour partir vers le yacht, enfin, pour décoller vers le yacht et ils atterrissent sur le toit du yacht. Moi, le problème, c'est qu'ils s'arrêtent net. Et en fait, tu vois, la voiture, elle fonce dans le yacht et elle s'arrête net, comme si. Avec la et le reste, c'est. Tout, défonce tout le bateau, en vrai, je pense. Normalement, tu passes à travers et tu finis dans la flotte. Hein, je pense aussi. Tout le monde coule. Hein, on est d'accord. Mais bon. Je pense qu'avec la physique, tout le monde coule. En 2 secondes, le méchant arrive avec son arme. Il arrive avec son fusil à pompe et puis il se fait vite arrêter par. En 2 secondes. Mika, quoi. Ouais. Et puis là, l'épilogue, elle est ciao ciao bim bim. Ouais, alors elle est moins rapide que le premier film, je trouve. Elle est moins bien aussi. Et puis elle est moins bien, mais il y a 2-3 blagues à la con de Roman, puisque on voit Véron qui est arrêté par les flics et Roman qui lui fait fais gaffe dans les douches, ne te baisse pas trop. Ok. Il y a des souvenirs quand même, Roman, de la prison. Et t'as le flic, enfin le grand patron des flics là, qui avait rempilé là pour le film, qui donne les clés d'une bagnole à Brian et qui dit voilà une voiture, roulez doucement, elle est en rodage. Ouais, bon. Blague de bagnole quoi. Roman rend les 3 sacs de pognon qu'ils avaient en plus, c'est étonnant. On se dit bah bizarre. Ouais, bizarre. Il rend toute la thune en fait. Je pensais qu'il aurait tout gardé ce bâtard. Sauf que non, il en a foutu dans son slip quand même. Ouais, il est parti avec que dalle. Et là, il dit on va être tranquille toute notre vie. T'as $10, madame. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes. Il y avait des sacs complets, je comprends pas. Bah ouais, non, moi je comprends pas non plus. Je sais pas pourquoi ils font ça. Surtout que c'est de l'argent sale, en vrai, ils auraient pu le garder. Ah ouais, mais c'était dette d'impôt. Parce que du coup, ils disent on reste à Miami, on va ouvrir un garage, et puis voilà. Et fin de Fast and Furious 2, la saga aurait pu s'arrêter là. Oui. Honnêtement. Oui, la saga aurait pu s'arrêter là alors. Parce qu'on avait répondu aux questions du 1. Brian est du coup libre, il n'y a plus de casier judiciaire, pareil pour Roman. Oui. Et puis voilà, fin d'histoire. Ouais, c'est ça. Mais on n'avait pas répondu à est-ce que Brian finirait avec la sœur de Toretto ou pas en fait, tu vois. Oui, est-ce qu'on en avait quelque chose à foutre aussi? Non. Du coup, on finit sur le plus moche générique du monde en 3D. Il est dégueulasse. On dirait une cinématique PS2 en 3D et encore moins bien que Need for Speed Underground. Mais pour le coup, je l'ai regardé du coup. De quoi? Le générique? Ouais. Ah, moi aussi, j'ai regardé. Je l'ai regardé. Et du coup, c'est sur la chanson Pump It Up de Joe Budden. C'est ça. Et Budden. Je sais pas comment on dit. Non, mais je crois que t'as dit Joe Budden. Non, et Budden. Et après, juste après, on a Act Full de Ludacris, que j'aime beaucoup. Elle est très bien, cette chanson. Moi, j'aime bien. Ouais, au final, voilà, c'était Fast and Furious 2. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon copain? Oh, c'est plat. Ouais, je trouve Je préfère le 1 quand même. Je sais pas. Alors, je trouve un peu de la même qualité. Il y a des fulgurances des deux côtés. Il y a des trucs bien, mais moi, là où je m'embête, c'est les dialogues. Oui. On se fait chier dans les dialogues, quoi. Il manque les répliques beaufs du jeu. Ben oui, mais le 1, il est trop bien là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et il est rigolo à regarder aujourd'hui, même si c'est beauf et que c'est rétrograde pour certains trucs. Il y a quand même des trucs où c'est bien, et où on s'est bien marré. Mais là, j'ai essayé de noter des répliques, mais à chaque fois, je me dis, elles sont nulles, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a fait rire parce qu'elles sont what the fuck quand tu regardes le film. Ouais, après, mais quand je les reprends là, elles me font pas rire, en fait. Il y a des trucs qui sont mieux foutus. Je trouve certaines courses quand même mieux foutues, avec un peu plus d'ambition, notamment la scène de la fin et tout, là, avec toutes les bagnoles qui sortent et tout. Je trouve qu'il y a des trucs qui ont un peu plus d'envergure, un peu plus de budget et tout. Mais globalement, c'est le 1. Et c'est vrai que sans Vin Diesel, il manque quelque chose. D'ailleurs, la saga a failli ne pas exister. Oui. Parce qu'en fait, vu que Vin Diesel voulait pas être dans le deuxième, ils ont hésité à le faire en se disant est-ce que ça va marcher sans Vin Diesel? Pour le coup, bah oui, ça a cartonné. Donc ça a montré aussi qu'il était capable de continuer sans lui, ce qui a dû toucher un peu son ego. Oui, je pense aussi. Et au final, on a un budget de production qui a 76 millions de dollars et il a rapporté à peu près 235 millions. Donc c'est un beau succès aussi quand même.
Il a fait 127 millions aux États-Unis, numéro 1 au box-office lors de son premier week-end. Donc c'est quand même pas dégueu. C'est plus que le premier film. Ouais, c'est Il ça. avait démarré avec 40 millions pour le premier week-end. Et en international, il a fait 110 millions à peu près, donc une bonne performance en Europe et en Amérique latine, forcément. Donc non, c'est quand même un truc qui a fonctionné, qui a montré justement qu'ils étaient capables de continuer la licence. D'ailleurs, c'est peut-être sûrement pour ça qu'ils feront Tokyo Drift sans Brian aussi, pour voir s'ils sont capables d'aller plus loin même, tu vois. Ouais. Et en termes de récompenses et de nominations, bon, comme tu t'en doutes, ils n'ont pas été récompensés aux Oscars, hein, quand même, faut pas déconner. Il y a un seul truc qui est drôle, c'est qu'ils ont été nommés aux Radio Awards, du coup. Ouais, pas étonnant. Ils ont été nominés pour la pire suite. Bon, ils l'ont pas gagné, mais la nomination quand même. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Bah, la petite réception critique, quoi. Donc, le film, il est sur du 36% par la critique presse sur Rotten Tomatoes, 50% par les spectateurs. On sent qu'à cette époque-là, les spectateurs, ils aimaient bien le tuning. Donc, Ouais, bah, ils ont été c'était dans l'air indulgents. du temps. C'était dans l'air du temps, je pense. Il est à 38 sur 100 sur Metacritic, 5,9 sur 10 sur IMDb. Et en fait, de manière générale, la presse, elle a quand même pas mal descendu le scénario et les dialogues, comme je le dis. Ouais, clairement. L'absence de Vin Diesel aussi, la presse dit que c'est un vrai manque. Bah alors, tu vois, c'est là où je suis d'accord, parce que c'est vrai que je pense qu'il manque aussi la plongée dans le monde des gars du tuning. C'est ce qui manque, tu vois. Parce qu'à la base, le film, c'est ça. Le film, c'était un flic qui doit s'infiltrer dans le milieu des gangsters, tu sais, de courses de rue. Ouais. Et c'est ça qui manque réellement en film. On le voit Oui, juste non, au mais début oui. et c'est tout, quoi. Et il disait aussi au niveau presse qu'il y avait une bonne alchimie entre Tyrese Gibson et Paul Walker. Ouais. Ça se voit très bien. Et fun fact, ils sont potes dans la vraie vie. D'accord. Donc, du coup, ça a très bien marché entre eux. Et donc ça, c'est plutôt cool. Petit tour d'horizon 2003. Qu'est-ce qui est sorti en 2003 ? Bah, j'ai le top 10 des films de 2003. Est-ce qu'il en fait partie d'ailleurs, Too Fast, Too Furious ? Eh ben non, pas du tout. D'accord. En fait, il a rapporté... Il est pas très loin, hein, 236 millions, t'es pas très loin. Ouais. Le numéro 10, c'est Bad Boys 2, Ok. avec 273 millions de dollars. Numéro 9, X-Men 2. Tu vois, déjà, à cette époque-là, déjà des suites. Hein. Ouais. 407 millions de dollars. Numéro 8, Matrix Revolutions. Donc, c'était déjà le 3. Encore une suite. 427 millions de dollars. Terminator 3. 433 millions de dollars. Franchement. Non, mais du coup, on arrive au numéro 6. Harry Potter aussi, non, il y a aussi un. Je lance dans la liste. Non. Pas cette année ? Ah non, pas cette année-là. Non, d'accord. Non. En numéro 6, on a Le Dernier Samouraï. Tom Cruise. Ouais, Tom Cruise marchait très bien à cette époque-là, marche toujours Quand aujourd'hui. il faisait encore des films d'auteur. D'ailleurs, j'ai hâte cette année pour Digger. Oui, moi le j'ai hâte revoir aussi. dans le cinéma d'auteur, ça va être cool. Numéro 5, Bruce Tout-Puissant. Ça a marché de ouf, Bruce C'est Tout-Puissant. vrai. Je me rappelle plus que ça avait marché autant, à C'était bien, 484 millions de dollars. Oui, Dernier Samouraï, 456 millions de dollars. Et là, on passe un gap. On a Pirates des Caraïbes. Ouais, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, Ouais, qui c'est a le meilleur, rapporté putain. 654 millions de dollars. Et dans le top 3, dis-moi tout. Putain, Pirates des Caraïbes, il est même pas dans le top 3. Non, il est 4e. Le top 3. Il y a Seigneur des Anneaux, non ? Oui. Ouais. Alors, dans le top 3, on commence en top 3, Matrix Reloaded. Donc, on a eu le Revolutions en bas et le Reloaded en troisième. C'est le deuxième, hein, Reloaded. Reloaded, c'est le deuxième. Ouais. Ouais, les gens, ils ont dû être 741 déçus du millions de deuxième. dollars. Ouais, mais bon, t'as vu, les Ouais. deux Matrix, ils font 1,5 milliard, quoi. Ouais, incroyable. Mais c'est un truc de ouf. Un peu moins d'1,5 milliard. Numéro 2, alors celui-là, je m'y attendais pas, Le Monde de Nemo. Bah oui, c'est 871 millions de dollars, Le c'est Monde de l'époque Nemo. où c'est Pixar incroyable. cartonnait encore. Hein. Et numéro 1, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. 1 milliard 14 millions. 140 millions. 13 nominations aux Oscars, Oui. je crois, à l'époque. C'est C'était un des l'une films des les plus oscarisés au monde. hein. oscarisés au monde, par contre. Ouais. Ouais. Avec Titanic, je crois. Titanic, ouais, c'est ça. C'est toujours le cas, hein, je crois. Je sais pas si Ouais, non, je crois que c'est toujours le cas. Il y a personne qui a battu Le Retour du Roi et Titanic. Il y a juste Sinners qui vient de battre le nombre de nominations, mais ça m'étonnerait qu'il en gagne autant que Le Retour du Roi, quand Ça même. va être dur, hein. Mais ouais, dans quelle année ? Ouais, quelle année de cinéma, du coup ? Ouais, une sacrée année, mais alors, tu vois, c'était le 3e Seigneur des Anneaux, le 3e Terminator, 2 Matrix, enfin... On était déjà dans Déjà, on la était folie des suites. hein. Bah ouais, on parle des univers aujourd'hui, mais il y avait déjà des univers et des suites à cette Alors, époque. à l'époque, c'était des trilogies. Aujourd'hui, Ouais, on c'était est des sur des trilogies. univers étendus de sagas, Oui, de il y a des spin-offs. spin-offs de machin, C'est de un vidéos, peu au-dessus, tu vois. de séries en plus. Ouais. Ils font des séries maintenant. Bah, maintenant, c'est le transmédia qui a aussi tué, tu vois, genre j'ai plein de potes, ils peuvent plus suivre Marvel parce qu'ils comprennent plus rien, parce que entre les séries et tous les films qu'il y a eu, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que si tu veux faire un marathon Marvel et refaire tous les films,
Mais je crois qu'il y en a une trentaine maintenant de films quasiment. C'est ça. T'imagines, toi? Plus les séries derrière. On n'est plus à 3 films de la saga, tu vois. Enfin, c'est à notre niveau quand même. Ah, tu peux plus faire un marathon Marvel, c'est fini. Non, c'est trop dur. C'est trop dur de tout. T'en as pour 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Pour regarder un film par jour pendant un mois, quoi. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Et donc, ouais, non, c'est vrai que je pensais pas qu'il avait si peu marché parce que c'est devenu culte aujourd'hui, Fast and Furious, tu vois. Ouais. Bah après, il a pas si mal marché que ça. Il doit être dans le top 15 à peu près. Ouais, mais c'est pas. T'imagines, Fast and Furious aujourd'hui, c'est une licence que tout le monde connaît. Ah oui, c'est des films qui sont les plus rentables. Enfin, pas les plus rentables, mais qui rapportent le plus. Pour Universal, c'était une énorme licence. Avec Jurassic Park maintenant, en vrai. Ouais. Non, mais oui. Bon, quelques petites anecdotes de fin. Bon, pas de Vin Diesel, pas de problème. Du coup, on sait que Vin Diesel, il a un peu un ego de ouf. Du coup, ça s'est mieux passé sur le tournage. Je s'appelle Groot. Non, ouais, c'est un peu ça. Sinon, ils ont eu extrêmement chaud parce qu'il en parle dans le film. Roman Pierce, il dit je mets pas de caleçon tellement il fait lourd. Ouais. Bah, il faisait vraiment lourd. Bah, Miami, c'est très humide. Hein. C'était une chaleur étouffante. Et je le vois des fois, d'ailleurs, ça, je trouve ça cool, mais vu que c'est les anciennes caméras, on voit la transpiration sur les acteurs. Donc, ouais, il fait chaud. Miami. Mais les acteurs en ont chié tellement il faisait chaud, quoi. C'était incroyable. Les cascades sont presque toutes réelles. Donc, ça, c'est ouf. Ok. Mis à part les plans 3D dégueulasses, quoi. Oui, mis à part les plans 3D dégueulasses. John Singleton, il voulait absolument éviter au maximum les effets spéciaux numériques sur les cascades. Bah, il aurait dû les enlever tous. Ouais, bah, je pense aussi. Hein. Honnêtement, ça aurait pas été une perte. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et beaucoup de cascades ont donc été tournées en dur avec de vrais pilotes. Même le fameux saut dans le yacht, ça a été fait sans CGI. C'est pas vrai. Donc ça, c'est... Hein ? C'est pas vrai, sérieux ? Ouais. Incroyable. Ouais, ils ont construit une rampe exprès, une rampe géante, pour balancer la voiture en vrai au bon endroit. Ça a dû coûter cher quand même. Oui. À l'époque, la voiture a été détruite. Je pense qu'ils devaient être contents qu'il n'y ait pas le salaire de Vin Diesel en plus à rajouter. Je pense aussi. Du coup, ouais, il y a le tuning façon PS2. Le film a été fortement influencé par la popularité des jeux vidéo Need for Speed. Et on a oublié, mais il y a Midnight Club à cette époque-là. Oui, c'est vrai. J'ai complètement zappé ce jeu vidéo. C'est à l'ancienne, putain. C'était un peu nul. Bon, de toute façon, Need for Speed a tout cassé. Ouais. Tu sais, c'était un peu Team FIFA ou Team PES. Bah là, moi j'étais Team Need for Speed, quoi. Ouais, pareil. C'était trop bien. Donc du coup, ouais, fortement influencé par la culture jeux vidéo. Ah oui, Devon Aoki ne savait pas conduire, elle n'avait pas le permis. Ok. Ça, c'était drôle. Sympa. Ouais. Donc elle a eu des cours rapidos pour pouvoir conduire. C'est drôle, c'est la deuxième fois parce que dans le premier c'était pareil, non ? C'était la sœur de Toretto qui savait pas conduire, qui avait passé son permis pendant le film. Peut-être, ouais, ça doit être ça. Donc c'est un peu cliché quand même. Ouais. Le film a été donc une grosse vitrine pour le hip-hop US de cette époque-là. Ouais, et puis pour la culture, Pimp My Ride aussi, je pense. Ouais, et puis Ludacris, il était dans son prime au niveau musique à cette époque-là. Moi, je me rappelle, j'avais des potes qui écoutaient beaucoup Ludacris, quoi. Singleton a pris le film pour une récré. Il s'est amusé. Il a eu raison, hein, en vrai. Ouais, il vaut mieux pas se prendre au sérieux sur ce genre de film, de toute façon. Ça a été une suite improvisée à la dernière minute. En fait, comme le premier Fast and Furious a cartonné, Universal voulait absolument une suite. Tiens. Sauf que Vin Diesel claque la porte, comme on l'a dit, puisqu'il aimait pas trop le scénario. Et surtout, il suit Rob Cohen pour faire Triple X. Donc le réal du premier Fast and Furious. Ouais, c'est lui, Paul Walker. Ouais, c'est ça. Lui, Paul Walker reste, mais le scénario n'est pas prêt. L'intrigue change souvent, et Singleton doit bâtir un film en 6 mois. Ouais, d'accord. Donc, gros stress, quoi. Donc c'est une suite un peu bâtarde, sans la famille, bien sûr, mais avec de nouveaux visages qu'on va revoir beaucoup dans la saga. Non, ils s'en sont bien sortis quand même. Ça aurait pu être pire. Oui. Non, carrément. La scène des 100 voitures, bah oui, parce que la scène avec toutes les voitures, ouais, il parle de 100 voitures. Oh, putain. Ça a été tourné avec plus de 100 vraies bagnoles et conducteurs engagés sur place à Miami. Ça a dû coûter cher. Hein. Ça a dû leur coûter une blinde, ouais. Et elle est pas mal foutue, cette scène. En vrai, il y a pire. Ouais, non, elle est bien. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'en ai un bon souvenir de ce truc. Alors, la petite anecdote qui me fait le plus rire, c'est le FBI a surveillé le tournage. Ok. Voilà. En fait, les autorités ont gardé un œil sur la production du film, pensant qu'il y aurait de vraies courses illégales dans Miami à ce moment-là. Ils avaient peur d'accorder des débordements, ouais. Et comme les courses illégales étaient en pleine explosion à Miami à cette époque-là, bah, en fait, ils se sont dit, on va en profiter, il y a un film. Si ça démarre, on sera là, quoi. Ok. Voilà.
Écoutez, je pense que c'est l'année de revoir Fast and Furious, enfin tout Fast and Furious, parce que cette année, normalement, si tout va bien, Inch'Allah, GTA 6 sort, et ça se passe à Miami aussi. Il y a des rumeurs comme quoi GTA 6 serait repoussé à 2027. Mais c'est pas possible, mon Dieu. Si, Est-ce qu'il va sortir un jour? Bah j'en sais rien, hein, mais... Bon écoutez, j'essaye de le caler là, voilà. Hein. Regardez tout Fast and Furious, écoutez l'émission. On devrait faire un pari sur Polymarket, est-ce que GTA 6 va sortir cette année ou pas, quoi. Dur, franchement. Mais ouais, il y a des rumeurs comme quoi il serait repoussé encore une fois. Tej ne devait pas être Ludacris, mais Ja Rule. Ok. Voilà, comme Ja Rule était pas mal présent dans le premier avec sa musique. Ouais, ça aurait pu être Exhibit aussi en vrai. Ça aurait pu être Exhibit, ouais. Ça aurait eu du sens. Ouais, carrément, ouais. Du coup, je pense que c'est pas mal déjà dans les... Ouais, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le film, hein, honnêtement. Ouais, juste un dernier truc. Too Fast Too Furious est sorti en VHS et DVD en 2003. Et c'est l'un des films les plus loués en vidéo club cette année-là. Ok, voilà. Bah, tu vois, comme quoi. Comme quoi, je te disais que je l'avais vu en DVD, moi j'en suis sûr et certain. Bah, tu fais partie des stats. Ouais, bah voilà. Tu fais partie de l'histoire. Ah oui, il y a eu un budget tuning colossal. Ouais, tu m'étonnes. La production a dépensé plus $1 million uniquement pour customiser des voitures avec des kits carrosserie, des néons, des vinyles, etc. Pour avoir la vraie crédibilité du truc. Il y a des caisses très cool, hein. Ouais, non, mais moi j'aime bien. Certaines voitures auraient coûté plus de $80 000 en modif. Ouais, ok, d'accord. Pour être utilisées dans une seule scène. Putain, un truc de fou. C'est Hollywood, quoi. Ok. Bah écoute, je pense que c'était le premier épisode de la saison 2, mon petit Francky. On a fait le tour. On est reparti. Ouais, c'est ça, c'est reparti pour un an. Merci à toutes les personnes qui sont encore là, parce que bon, on est en dessous des 2 heures, c'est cool, mais 1h40 quand même. Ouais, c'était une bonne reprise, je pense. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour faire Tokyo Drift, parce que c'est un gros morceau. Moi, j'ai hâte d'être dans 3 ou 4 ans pour quand il arrive Dwayne Johnson. Et donc, écoutez, le podcast en un an, il a quand même pas mal muté parce que maintenant, comme on l'a dit, on fait des formats courts sur TikTok et sur Insta où on fait de la critique de films qui est sorti et d'autres formats qu'on va essayer d'amener tout doucement. Et on a commencé aussi la chaîne Twitch en janvier. On a fait un premier live où on faisait notre top annuel 2025. Et on a fait un top 3, flop 3 parce qu'on s'est dit juste 3 films ça devrait être bon. Vu qu'on est 2, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait déjà 12 films présentés, plus que les mentions spéciales qu'on a fait à côté. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitch, sur YouTube. On met aussi du coup forcément les rediffs des lives. Si jamais vous n'avez pas le temps d'être là présent. On va pas mettre de fréquence sur les lives parce que c'est déjà beaucoup de boulot de faire tout ça. Ouais. Mais on a quelques idées, on verra comment ça se concrétise. En tout cas, on est très content de diversifier tout ça, puis de parler aussi de choses qui sont un peu plus qualitatives et puis un peu plus dans ce qui sort à l'année. Donc non, c'est très cool à faire. Écoutez, moi j'ai bien aimé le live, c'était cool. Ouais, c'est ça. Donc hâte de refaire ça. On va améliorer la qualité du son aussi. Puis j'ai du matos photo qui arrive bientôt le mois prochain. Donc normalement, ça devrait pas mal step up au fur et à mesure. Mais on y va à notre niveau. Peut-être qu'à un moment donné, on fera peut-être un format long sur YouTube. On verra bien. J'aimerais bien faire de la critique format longue sur YouTube. Ouais, parce que j'aime bien les réels, mais ça nous permet pas d'approfondir notre avis. Non, en fait. Et après, on veut jouer avec les réels pour gagner des nouvelles personnes, pour que le podcast soit écouté. C'est ça, c'est la règle du jeu. On fait des formats courts pour faire de l'acquisition, en fait, en vrai. Mais en vrai, j'aime bien ça. C'est assez drôle de devoir synthétiser ce qu'on pense et tout. C'est un bon exercice, ouais. En vrai, c'est complètement le contre-pied de ce qu'on fait en podcast, parce que nous, on aime bien les trucs qui durent 2 heures. Ouais. Et là, on a 1 minute pour convaincre quelqu'un, donc ouais, c'est quand même un autre exercice. Non, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. En tout cas, merci à tous d'être là. On vous dira pas quel est le prochain épisode parce qu'honnêtement, on sait pas encore. Non, on sait pas encore. Par contre, est-ce que tu veux faire quelques petites recommandations puisque ça fait un moment qu'on n'a pas fait le truc? Écoute, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Je vais pas recommander le match du Kremlin parce que j'ai été le voir cette semaine et j'ai trouvé ça un peu aux F sur 20. C'est intéressant de manière historique, mais en termes de cinéma, ça apporte pas grand-chose. Est-ce que c'est pas un peu biaisé par la manière dont c'est filmé, par qui c'est filmé, etc. En vrai, j'avais peur que ce soit ultra orienté aussi politiquement, parce que c'est des Américains qui font un film sur la Russie, donc forcément... c'est pas des Américains. Olivier Azayas, il est pas américain, je crois. Oui, mais je veux dire, les acteurs, ce sont tous des acteurs américains. Tu sais. Oui, mais tu vois, le réalisateur et celui qui est derrière aussi, il y a un Français qui est derrière. Ouais. Donc, je sais plus qui c'est, mais... en tout cas, non, si j'ai un truc à conseiller, on l'a fait en format court, mais quand même, allez le voir parce qu'il fonctionne pas beaucoup en ce moment au cinéma, mais c'est 28 ans plus tard, The Bone Temple.
c'était la première claque qu'on a eue au cinéma cette année tous les deux. Ouais, C'est et vraiment je une sais pépite. pas pourquoi ils l'ont sorti en janvier. Alors, potentiellement, je sais pourquoi. Parce que, en fait, le jour où ils l'ont sorti, ça faisait 28 semaines juste après 28 ans plus tard, le premier. Ouais. Mais du coup, je sais pas si c'était une bonne solution de le balancer en janvier. J'ai un peu l'impression que c'est un film sacrifié. Pourtant, c'est, je pense, le meilleur de la saga. Bah ouais, c'est ça, c'est dommage. Donc non, je vous conseillerais ça. Aussi en décembre, j'ai vu un truc cool. C'était Klaus. J'avais jamais vu le film d'animation de Netflix sur le Père Noël. Ouais. Et en vrai, c'est super. Ouais, non, c'est bien. Moi, Je j'adore. m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Donc je peux que le conseiller. C'est vraiment good vibe. C'est un bon truc à regarder en hiver. Et sinon, le deuxième truc que je pourrais conseiller en termes d'animation, et c'est un peu le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année aussi, enfin en 2025, c'est Dispatch. J'ai fait le jeu vidéo Telltale Dispatch avec Aaron Paul, donc Jesse Pinkman. Le pitch est assez cool. C'est un ancien super-héros qui va dans une genre de société de super-héros et son boulot, c'est de dispatcher du coup des super-héros pour couvrir un quartier. C'est un peu une genre d'assurance. Les gens ils payent une assurance de super-héros et voilà. Et j'en raconterai pas plus. C'est créé comme une série. C'est 8 épisodes d'1 heure à peu près. Et donc t'as une partie gameplay qui est un peu jeu de gestion. Et une partie aussi où tu dois répondre du coup, faire ta propre histoire. Et ça fait typiquement partie des trucs où je me dis, on pourrait le faire tous les deux en live sur Twitch. Parce que c'est très, très, très cool. Et j'ai envie de le refaire pour avoir les autres choix que j'ai pas fait. Ok. Donc en vrai, on pourrait le faire à deux, ça serait super. Ça va être drôle. Ouais. Donc ça fait partie des formats sur Twitch. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire là-dessus. Ça a été beaucoup fait, beaucoup vu. Et c'est pas très connu. Et je le conseille, franchement. Si vous aimez les jeux narratifs, allez-y. Ok. Moi, je conseillerais, je sais pas si je l'avais conseillé le dernier coup, mais Pluribus. Moi, j'ai fini la série et moi, j'adore. Je trouve ça trop bien. Les gens disent que c'est long, mais moi, ça me fait du bien d'avoir une série lente. C'est Vince Gilligan, de toute façon. C'est Vince Gilligan, c'est toujours très bien et c'est toujours très mystérieux. Moi, j'aime beaucoup la manière dont il filme les choses. C'est beau. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, la série. J'ai vu que le premier épisode pour l'instant et j'ai trouvé ça exceptionnel aussi. Ouais. Et moi, je trouve ça trop bien d'avoir une série qui prend son temps. Il y a plein de gens qui ont dû être déçus, mais là, enfin, quoique, je sais pas, puisque c'est la série d'Apple qui a dépassé Severance. Donc, ça a gagné pas mal de choses aux Emmy Awards, c'est ça? Ou au Golden Globe. La Golden Globe, Rhea Seehorn, elle a eu son Golden Globe. Elle le mérite totalement, elle est exceptionnelle. Moi, j'adore son personnage. Il est tellement antipathique, moi, j'aime beaucoup. Mais j'adore la série, je l'ai fini il y a pas longtemps et la saison est vraiment rien à dire. C'est trop beau, c'est trop bien. Ouais, j'ai hâte de c'est mystérieux, c'est tout ce qu'il faut. J'ai hâte de voir la saison 2 parce que je pense que ça va partir un peu en sucette, un peu comme ça me fait un peu penser à Breaking Bad où la saison 1 est très lente et il met en place plein de choses et j'attends vraiment de voir la saison 2, j'ai l'impression que ça va partir en sucette. Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont pousser le concept et d'ailleurs je suis un peu étonné parce que on a vu la bande-annonce du nouveau Spielberg qui sort cette année où Spielberg refait un film d'extraterrestre et ça a l'air d'être vachement Pluribus le concept. Oui. C'est étonnant. Ouais, c'est assez étonnant sur le concept. Sinon, j'ai fini enfin Stranger Things. En vrai, je vous conseille, si vous êtes en cours et que vous ne l'avez pas fini, je vous conseille de la finir. Moi, je trouve que ça donne une fin satisfaisante pour les personnages. Et en fait, tu vois, j'ai cette sensation de me dire, j'ai enfin fini Stranger Things. Ça fait 10 ans qu'on est dessus. Ouais. Et moi, j'ai trouvé l'épilogue cool sur comment il clôture pas mal de persos. Par contre, j'ai trouvé que la saison est quand même vachement inégale. En fait, la saison, elle est à l'image de ce que disait Matt Damon le dernier coup, parce qu'il y a eu The Rip qui est sorti sur Netflix où il disait que il fallait commencer par une grosse scène, qu'il fallait répéter le plot plusieurs fois. Et en fait, souvent avec ma copine, on était en mode mais putain, ça avance pas dans cet épisode. Mais en fait, t'as l'impression qu'il te répète plusieurs fois la même chose pour arriver à un épisode de 2 heures qui est beaucoup trop long pour ce que ça dit. Non, j'ai trouvé que, tu sais, même au niveau des effets spéciaux, des scènes d'action, il y avait des trucs qui étaient très, très inégaux, honnêtement. Et je suis un peu déçu de cette saison par rapport à la saison 4. Moi aussi, j'étais un peu déçu et tu sens qu'ils sont dans leur truc en mode on te retape tout. Et puis il y a trop de persos, je suis désolé, il y a trop de persos. Mais j'ai cette satisfaction-là de l'avoir fini. Oui, je suis d'accord. C'est la dernière série Netflix que j'ai regardée. J'en regarderai pas des comme ça, parce que ça me saoule les séries Netflix. Par contre, je re-regarderai des séries comme Adolescence, s'ils ressortent des bangers comme ça. Des one-shot, je suis d'accord. Mais non, des sagas comme ça, je sais plus. Et je sais pas ce que vont faire Netflix là. Parce qu'ils ont plus de grosses séries. C'est pour ça qu'ils veulent des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils veulent acheter Warner. Pour ils veulent Harry Potter pendant 10 ans. C'est tout. Et sinon, en recommandation, moi, ça sera une recommandation littéraire. Ok. Ça sera plutôt un roman graphique, enfin plusieurs.
C'est en 3 parties. Là, il y en aura une 4e qui va sortir dans pas longtemps. Ça s'appelle, donc les 2 premières parties s'appellent The Nice House on the Lake. Et la 3e partie, c'est le tome 1 du cycle 2 qui est The Nice House by the Sea. Ok. Ça se passe dans le même univers. C'est magnifique. Ok. Et en fait, ça commence avec une bande de potes qui se rejoignent sur une maison extraordinaire. Une espèce de villa au bord d'un lac, un cadre magnifique. Vraiment, tu te dis, c'est les vacances de rêve. Et il se passe un truc. Et tu peux pas le dire parce que je peux pas le dire parce que si je vous dis ce qui se passe, c'est le gros spoil du truc. C'est quoi, c'est fantastique, science-fiction? C'est très science-fiction. D'accord. Ok. Voilà. Et voilà. Regardez lisez The Nice House on the Lake et The Nice House by the Sea. C'est Urban Comics, c'est des comics indépendants. Ok. C'est la partie indépendante de Urban. Urban font tout ce qui est Batman, Superman, tout ça. DC aussi. Mais ils ont une partie indépendante et souvent les comics indépendants sont vachement bien. Et l'an dernier, on m'avait offert le premier tome à un Noël entre potes. Ouais. Que j'avais lu et je m'étais dit putain, j'attends vraiment la suite. J'ai acheté les 2 autres là en mois de décembre et j'ai tout lu d'un coup. J'ai relu le 1 et j'ai tout relu et tout lu le reste. Putain, c'est exceptionnel, c'est trop beau. Ok. Et l'histoire, elle est hyper intrigante. Ouais, je vais rajouter ça dans mes notes du coup. Voilà. Dans ma to-do. Bon, ok, bah ça tue. Voilà. Bah écoute, merci encore à toi Francky, c'est très cool de reprendre ça. Ouais, bah merci à toi et je suis très content de reprendre le podcast, c'est super cool. Bah ouais, puis merci à vous surtout qui nous écoutez encore. Nous on se dit à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Et en attendant, et bah regardez des films et foncez au ciné. Allez, ciao. Salut. Bump it up if you came to